presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les... Ah non, on est vendredi, merde, on est vendredi. Coucou mon chichi, comment ça va ? En sueur, coucou mon comanche. Voilà, on retrouve le bonheur de l'été, les radios d'été dans ces studios avec toutes les machines qui tournent. Il fait très très chaud. Voilà, on est en train de fondre. C'est parfait pour avoir un petit, son petit body pour l'été. C'est le petit sauna. Voilà, on se fait un petit sauna. Aucun rapport avec le thème de l'émission d'aujourd'hui. Vraiment, parce que pour faire un pont entre les saunas et les reconversions professionnelles, il va falloir trouver. Ils ont monté des business d'UV, de sauna. On va trouver un truc, mais en tout cas, nos invités aujourd'hui sont Skip. Hello Skip, ouais. Salut Skip. Allez, salut. Ouais, non, il y a personne. Vraiment, personne n'applaudit. Ça change un petit peu effectivement de la dernière fois où j'ai dû être invité, où la cuisine était blindée, mais ouais, ça fait très plaisir d'être de retour sur ces fauteuils rouges. Eh bah écoute, merci d'être avec nous. À côté de toi, c'est Gwen. Coucou Gwen. Salut Gwen. Salut tout le monde. Bon, Gwen qui vient de finir un cold fry. Il est pour vous dire, c'est reconversion, mais ouais, il est à fond dans le taf. Vraiment, tu t'as fermé ton ordinateur à la seconde où on a commencé cette émission. Alors, avant de parler de tout ça de reconversion, on va refaire un petit rapide retour sur votre vie en fait. Avant le poker, tout ça, c'est quoi un petit peu rapidement, toi par exemple, Skip, on va commencer par toi, ton parcours professionnel avant les cartes. Alors, avant le poker, il n'y a pas eu de pro, mais il y a eu des études. Ouais, c'est quoi un peu ton background études ? Ouais, donc moi je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris ou en région parisienne. J'ai fait une école d'ingé en 2004, donc quand j'ai eu le bac. Donc j'ai fait mon école d'ingé parisienne, qui était une école sans prétention. Suite à quoi j'ai fait un double diplôme. Je l'ai fini. Ça explique deux, trois trucs. Ça facilite peut-être la reconversion derrière. Et suite à ça, j'ai fait un double diplôme en Angleterre, donc à Stafford, dans vraiment le trou du cul du monde entre Birmingham et Manchester, où j'ai découvert le poker. Donc c'est en Angleterre que tu as découvert le poker. Ouais. On est quoi, 2008, 2009 On est en 2008, ouais. 2008. Donc je pense qu'en Angleterre, le poker était bien plus développé qu'en France. Les gens jouaient dans les pubs, il y avait l'équivalent de Red Cactus qui existait là-bas. Et il y avait une association de poker à la fac. Donc j'ai joué au poker. Mon premier tournoi avec de l'argent, c'était effectivement là-bas en Angleterre. Et c'est là où t'es tombé amoureux du jeu, vraiment Ouais, j'avais déjà une petite appétence pour le jeu avant, je pense. Quand on était au lycée, au lycée, on jouait un petit peu au poker fermé, donc pas du tout d'argent, on jouait des coquillettes. Je me souviens qu'avec mes potes de lycée, on n'arrivait pas à comprendre, quand il y avait un tapis, comment c'était possible s'il y avait un tapis à 10 jetons et un tapis à 1000 jetons. C'est ça. Et puis on a fini par brainstormer, on s'est dit, s'il y a deux tapis, si tu gagnes avec 10 jetons, tu gagnes les 1000 jetons, il n'y a pas de problème, quoi. Ah ouais. Fallait jouer short stack. Du coup, quand vous avez brainstormé, t'étais quoi, en terminale normale ou t'étais dans l'institut ? Écoute, j'étais pourtant en terminale normale. J'étais même en spé physique ou... Non, mais vraiment, c'était des trucs qui nous dépassaient un petit peu. J'ai un autre souvenir comme ça, on avait une soirée sur les Champs-Élysées, et comme quoi le jeu déjà m'appelait un petit peu à cette époque-là. On a vu des gens poireauter devant l'ACF à l'époque, et on a été parler aux gens, leur demander, mais alors le poker, est-ce que c'est bien ? Est-ce que vous conseillez qu'on s'y mette, etc. Et ils ont dit, venez, venez, tu m'étonnes. Clair. Ouais, donc j'ai attendu quelques années avant de effectivement jouer un petit peu d'argent, mais je pense qu'il y a toujours eu un attrait pour le jeu. Alors du coup, comment tu fais le pont entre le moment où tu fais des études, est-ce que tu bosses avant de te lancer pleinement dans le poker ? Non, en fait, j'ai bossé, j'ai fait 6 mois, donc si tu veux, on peut continuer sur la transition au début du poker. Donc là, mon année de double diplôme en Angleterre, j'ai lancé je m'intéressais quand même pas mal au poker. Je gagnais un petit peu d'argent sur les tournois sur ps.com. Okay. En gros, j'ai payé mon loyer à cette époque-là grâce au MTT sur ps.com. Je jouais principalement des tout petits MTT, des $3, des $3 plus rebuy, $5 plus rebuy éventuellement. C'était un beau volume quand même pour payer ton loyer en Angleterre. Après, j'étais sur un campus étudiant dans le trou du cul du monde. C'était pas un appartement. C'était pas à Londres. Non, c'était vraiment pas grand-chose. Et je pense que mon meilleur souvenir encore aujourd'hui à cette époque-là, lifetime, mon meilleur souvenir poker, ça doit être encore de cette époque-là. La victoire d'un 3 plus rebuy pour genre $4000, j'étais fou. Bien sûr, les premières, c'est les plus belles. C'était quand même assez exceptionnel. Je joue aussi les $4.40 180 joueurs que j'ai posté
Madeleine de Proust. Ouais, c'était le truc qui se remplissait genre avec comme des petits pains. lumière. C'était ouf. Ouais, c'était ouais. Et tu jouais sur Full Tilt aussi à l'époque ou pas? Ouais. Donc j'ai joué un petit peu sur Full Tilt. Bon, ça c'était un peu plus tard. Je suis passé plus tard quelques mois sur Full Tilt. Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'aimais beaucoup la ROM. J'ai toujours fait beaucoup de PS, beaucoup de Full Tilt. Mais je vais peut-être y revenir un peu plus tard. J'ai changé de crèmerie quand j'ai décidé de jouer au poker de façon professionnelle. Ouais. Et tu t'étais déjà sur le forum. Comment t'as découvert le forum Club Poker d'ailleurs? Donc le CP, je crois que j'ai découvert en 2009, mais c'est justement quand j'ai commencé à vouloir professionnaliser un petit peu tout ça. Donc là, l'année en Angleterre où en gros je payais mon loyer, c'était donc 2008, je pense. Et en fait, à la sortie de mon année de double diplôme, je fais un stage pour valider mon cursus. Donc je fais un stage de fin d'études. Donc je bosse pendant 6 mois en tant que développeur dans une toute petite start-up parisienne. Ça se passe très bien. Donc mais t'es développeur web, c'est quoi? Pas développeur web, je suis développeur. Je fais des tout petits projets, mais je suis développeur Java pour tout te dire. J2ME, donc c'est l'ancêtre d'Android. Ouais, je fais du développement pour applications mobiles. Donc en gros, c'est une startup qui bossait sur l'ancêtre du QR code. Donc ça s'appelait le Data Matrix, pour tout te dire. Ça s'appelait le code barre. Voilà. C'était un code barre déjà en 2 dimensions, mais qui n'était pas encore aussi performant que le QR code. Et on essayait de trouver des usages à ce truc-là. Donc moi, mon projet principal, ça a été de développer une application où il y avait un data matrix sur une carte de visite, de lire le data matrix avec le téléphone, donc qui n'était à l'époque pas du Android, mais bon, l'ancêtre de Android, et de transmettre par Bluetooth les informations de la carte de visite à tous les téléphones qui sont dans la pièce. Donc l'idée, c'était de gagner un peu de temps pour transmettre les contacts de quelqu'un. Voilà le genre de projet sur lequel je bossais. Et malheureusement, même si le stage s'est très bien passé, 2008, crise des subprimes, personne n'engage, surtout pas les startups. Et du coup, je me retrouve un peu comme un con, avec mon diplôme en poche, mais un marché de l'emploi complètement fermé. J'ai un autre pote avec qui j'étais en Angleterre qui était exactement dans la même situation et qui m'a dit mec, il paraît qu'il y a plein d'argent à se faire au poker. Lui, il connaissait un petit peu le monde du poker par des amis américains qui avaient monté une coloc poker aux États-Unis. Et il me propose de monter une coloc poker en France. Et je dis bah écoute, bingo, essayons. C'est clair. C'était qui ce pote? Il s'appelle Christophe. Non, c'est pas un mec connu du tout. Ça a duré 3 mois et après, au bout de 3 mois, il a dit mais en fait, mais c'est de la merde ce jeu. C'est exactement ça. Il s'est mis aux jeux vidéo derrière. Ah ouais, donc en fait, t'es pas arrivé au poker. En fait, c'est pas réellement ton premier choix. En fait, c'est un peu c'est un peu un plan B qui est arrivé de façon impromptue, quoi. Bah déjà en Angleterre, c'était pour payer mon loyer et effectivement derrière, il y avait pas trop d'autres choses à faire. Donc j'ai dit tant qu'à faire, autant essayer ça. J'ai quand même monté un business plan assez sérieux. Je me souviens, ça faisait 17 pages. Pour présenter à mon père la raison pour laquelle voilà. Ah, ça on l'avait jamais entendu. Ça c'est la première fois qu'on a celle-là, elle est vraiment bien. Est-ce que tu l'as encore ton business? Non, ça serait incroyable d'avoir ça. Je pense pas pouvoir le retrouver, mais ouais, on avait quand même prévu qu'on partageait les gains pour essayer d'avoir une sorte d'émulation collective dans l'équipe. C'était une sorte de team déjà un petit peu à l'époque. Bon alors papa, voilà, donc voilà, je viens de finir ces 17 pages. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Non. Non, il a pas trop eu le choix non plus, mais non, mais c'était important pour moi qu'il comprenne un petit peu mon choix. Il a quand même payé mes études, merci papa. Même si j'ai payé le loyer avec le poker, il a quand même payé tout le reste. Et du coup, c'était important pour moi d'avoir un minimum de validation de sa part. Que tu justifies ton choix, quoi. Ouais. Bon, ça a été le cas? Franchement, il a été hyper compréhensible, je m'y attendais pas du tout. Mais il m'a dit, écoute, si c'est effectivement quelque chose de très cadré et que tu te dis, ok, tu te donnes 1 an pour essayer, pourquoi pas? Il dit, putain, une page de moins, je t'aurais pas laissé faire. Mais là, franchement, 18, c'est... Toi, Gwen, c'est quoi un petit peu ton background, pareil, avant d'être joueur de poker et avant tout le reste, les ordinateurs et tout, les réunions? Du coup, en écoutant Skip, c'est vrai que j'avais oublié en fait comment j'étais arrivé au poker et j'allais me raconter une histoire qui n'était pas la bonne en fait. Raconte ton histoire. Je suis mytho. Donc moi j'ai fait l'école de commerce sur Marseille. C'est vraiment, on a les deux. On a l'école d'ingé, l'école de commerce. Vraiment, c'est vraiment tous les deux. Bah, c'est les deux voies pour arriver joueur de poker. Normalement, c'est bon. Voilà, la mienne est un peu plus cliché dans la démarche. Tu l'as pas fini. Toi, tu l'as pas fini. Non, j'ai fini mon école de commerce. T'étais parisien, t'étais où? Non, j'étais à Marseille. Il vient de te dire. Ouais. Putain, c'est Marseille, ça me saute. Moi, je jouais déjà beaucoup aux cartes. Ok. Dans les bars principalement. Et j'avais déjà fait quelques petites parties de poker avec des sharks marseillais
où on te prévient, il ne faut pas jouer contre lui, il est vraiment fort, etc. Est-ce qu'on te dit faut pas gagner non plus à cette partie? Il faut pas gagner contre lui. Non, après les montants c'était 20 €, il y avait pas mal de triches, notamment pour ceux qui donnent les cartes, avaient un petit talent quand même pour avoir les as. Mais une fois qu'on les a grillés, après il suffit de plus jouer contre eux quand ils sont dealers et ça, c'est des affaires qui roulent quoi. Ouais, et attends, quand tu jouais, tu dis je joue aussi pas mal aux cartes dans les bars, tu joues à quoi? Belote, coinché, tarot à 4 quoi. Ok, et on jouait de l'argent à ça? On jouait des consos. Ok. Ce qui est quand t'es étudiant et c'est cool quoi, l'ambiance, c'est cool. C'est plus important que l'oseille. Ouais, c'était même pas de l'alcool, hein. C'était des cafés, des coca. Ah ouais? Ah oui, c'est petite conso, ça joue pas cher. Donc là, tu te mets à jouer. T'as une anecdote un peu parce que nous on adore les trucs de tripot, les anecdotes de tripot. Quand tu joues contre des mecs comme ça qui trichent, je sais pas, non, il y a pas il y a pas des moments qui te reviennent un peu de trucs un peu saugrenus? J'en ai pas vraiment. Après, c'est assez marrant de voir l'ambiance qu'il y a. En fait, on a l'impression d'être une partie ultra chère, alors qu'en fait, la cave, elle est à 20 €. Ouais. Et que les swings, c'est des swings à 100 € quoi. Mais par contre, tout est mis en place pour qu'on ait l'impression de jouer vraiment une partie clandestine dans un bar qui ferme le rideau. C'est dans Rounders, quoi. C'est vraiment. Et il y a pas de. Il y avait 1 € à gagner, quoi. Il y a pas de descente de flics. Bon, ils vont pas se déplacer pour 50 balles, en fait. En fait, il y avait pas mal d'histoires sur les parties un peu privées, mais c'est plus que il y a beaucoup de machines à sous dans pas mal de bars. Ouais. Et en fait, c'est plutôt ça qui est visé par les centres de police que les... Bon, on n'a même pas le droit, je crois, de jouer aux cartes dans les bars. Non, à l'époque, clairement. on n'avait pas le droit. Donc, Mais d'ailleurs, à l'époque, tu es étudiant. Donc, en fait, est-ce que c'est des montants qui. Parce que des fois, quand tu es étudiant, 100 balles, 200 balles, beaucoup, tu vois, ça peut représenter ce que tu vas bouffer pendant un mois, quoi. Donc, est-ce que tu t'es pas mis en danger, mais est-ce que c'était de l'argent qui pouvait être un peu significatif pour toi? Non, c'était des montants raisonnables et j'avais très peu d'argent à l'époque, donc je prenais pas ces risques-là. Ok. Alors vas-y, donc là tu découvres un peu les cartes pendant l'école de commerce, c'est ça? En fait, c'était pendant la prépa. J'ai fait ma prépa à Marseille. C'était mon temps libre, je joue aux cartes. En école, plus trop le temps de jouer aux cartes. On a d'autres occupations pour occuper nos soirées. Et il se trouve que je vais en Allemagne pour un Erasmus. Et je me suis un petit peu raté sur la date d'arrivée. Donc je m'étais dit, je vais arriver un mois avant, comme ça, j'aurai le temps de prendre mes marques. Et en fait, j'avais pas pensé que la rentrée était 1 mois et demi après la date annoncée. Ah oui, donc tu as 2 mois et demi d'avance, quoi. 2 mois et demi, j'ai aucun colocataire, du coup, je suis tout seul dans ma coloc de 12, parce qu'en fait, eux, ils arrivent à la bonne date. Putain, tu vois, le pen. T'es où en Allemagne? J'étais à Dortmund. Ok. Et du coup, j'ai commencé à les tables Shasta d'Everest Poker. Moi, je voulais pas mettre Shasta, c'est les tables. Ce nom me fait un petit truc à la poitrine. C'est les sit and go à 0 € sur laquelle tu pouvais gagner de l'argent. Tes centimes. Tu gagnais, je crois, c'est quoi tu gagnais 15 centimes peut-être 25, je pense. Ah ouais, ça allait. Ok, donc tu gagnais 25 centimes. Et puis, dès que ça s'ouvrait, bah, évidemment, il y en avait un qui s'ouvrait, je sais pas, c'était toutes les 5 minutes, non? La volumétrie était plus forte que ça. Ouais, je multi-tablais des Shasta, quoi. Il y a beaucoup de joueurs à l'époque qui sont sortis des Shasta. Les Shasta, c'était vraiment une bonne école. C'était génial. Il faudrait relancer ça. Un pro sur 2, je pense. Vraiment à l'époque, c'est vrai que ça. Maintenant, ça fait longtemps qu'on nous l'a pas dit, Shasta, mais c'est vrai. Donc là, c'est qu'à l'époque, tu m'as dit, c'est pareil, 2007, 2008, ouais. Ok. Et moi, j'avais vraiment peur de mettre de l'argent sur Internet. Et là, en fait, c'est magique. En fait, on met pas d'argent, on a de l'argent. Et du coup, je m'en servais pour me faire des billets d'avion pour rentrer à Marseille. Parce que Attends, mais pas avec les Shasta. Pas avec les Shasta. En fait, je faisais les Shasta et un jeton, un siège. Ok. Et dès qu'il y avait 250 €, je me faisais le week-end. Alors, attends, un jeton, un siège. Un jeton, un siège, c'était 1 €. C'était 1 €, il n'y avait pas de rake. Et il y avait bien 180 € à gagner sur le tournoi. Et en fait, ça se gagne assez facilement. Quand tu les joues, tu as l'impression d'être champion du monde. Alors que les gens, ils commencent le tournoi, ils l'arrêtent en plein milieu, ils connaissent à peine les règles. Ok. Genre les free rolls, pareil, je me rappelle des free rolls Wina au tout début. Il y en avait un le matin, un le soir, et c'était, il y avait il devait y avoir 2-3 000 joueurs. Il y a plein de mecs aussi qui ont commencé comme ça en gagnant des. Et ouais, c'était le moment quand tu voulais pas déposer d'argent, t'attendais ces moments-là, quoi. Exactement. Et du fait que je cash-outais tout le temps, en fait, j'avais jamais joué vraiment de l'argent. En fait, le plus cher que j'avais joué, il y avait une partie à 2,50, je pense aussi. High stakes. High stake. Et j'avais jamais de roll. Mais du coup, j'avais pris confiance dans le système. Et c'est un peu plus tard, parce qu'après, là, j'ai eu mon année Erasmus qui s'est déroulée. Et en fait, c'est quand je suis retourné sur Marseille en stage où
On m'avait annoncé un salaire de 1 500 €. Finalement, on m'a donné 500 €, ce qui couvrait pas grand-chose par rapport à mes dépenses. Une petite diff. Voilà. La négo s'est mal passée. C'était la crise dont parlait Skip. Et là, du coup, j'ai recommencé à jouer à des jetons à siège, etc. Et bon, quand on gagne un tournoi à 500 joueurs, 1000 joueurs, parce que c'était ça les volumétries, hein, on se dit, bon, il y a 5 joueurs qui sont sur une table avec 200 €, on va aller les plumer. Eux, ils sont faciles. Je me suis fait plumer et c'est là où je me suis dit qu'il fallait qu'il y avait un problème. Il y avait un truc il y avait une raison. Voilà, en fait, j'ai quand même eu le recul de me dire, attends, peut-être qu'en fait, quand ils jouent plus cher, ils sont meilleurs. Et donc, je commençais à chercher. Je suis tombé sur le club poker, je pense, à ce moment-là. Et c'est là où j'ai commencé à jouer vraiment fréquemment avec beaucoup de... je joue des tables, je joue les cash games à 10 €. On gagnait vraiment beaucoup à l'époque pour les montants, donc je sais pas le BB100, mais ça devait être fou, ça devait être 30 BB100. Enfin, oui, c'est fou. Et souvent, en fait, je montais 200, 300 €, et puis après, je redescendais parce que je retirais, ou quand je montais la limite de dessus, je les trouvais vraiment trop fort. Il y avait vraiment des gros gaps, je pense que c'est encore le cas, mais entre les limites, entre la NL10 et la NL25, c'était... Et je pense qu'il y a t'as souvent des paliers, tu vois, genre je pense la première, vraiment la NL10, j'imagine. Ouais. Après tu as la 50 qui doit être 50, la 50. Après c'est un peu à chaque fois, quoi. 50, 100... 200, en fait, c'est là où c'est la différence. C'est là, il y a certaines règles. Tu vois, par exemple, la 200, il y a des règles qui vont jouer 200 jusqu'à la 1000, mais qui vont pas descendre en 100. Donc en fait, c'est ça un peu qui fait la. Il y en a qui font que 100, 200. Ouais, ça va. Il y a un poste, ça me fait penser à un post mythique d'Alex Luneau sur le CP. Vous vous rappelez de ce post où il demande à Cyril André, il est en 50. Il joue en NL50, il dit ouais, je gagne très bien en NL50. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup que j'aille prendre des risques en 100 Et t'as Cyril André qui lui répond qu'il se fout de sa gueule. Et c'est vrai qu'à l'époque, ouais, tu pouvais gagner des. Maintenant, c'est quasiment plus possible, mais avant, il y avait vraiment des pros en NL20 qui gagnaient correctement. Puis t'as des mecs qui faisaient des volumes indécents, quoi. Avant, ouais, c'est ça. Et puis t'avais des ragbacks aussi à l'époque qui étaient phénoménaux, quoi. Je pense que tu peux avoir 70% de ragbacks sur certains sites. Tout le monde faisait au moins 50 000 par mois, quoi. C'était le standard. Ouais. Ce qui était à peu près le minimum, alors que maintenant, c'est plus du tout le cas. Tu divises par 2 presque. Donc, ça a changé. Fais gaffe, tu vas te faire encore allumer par certains. Parce que j'en joue 1000. Oui. Les bras croisés. Ouais, donc tu grindes la NL10. Tu fais MTT cash game un peu les deux? Non, je faisais que du cash game. Que du cash game, ok. Et non, en fait, le passage, il y a aussi la notion financière. En fait, quand on passe de NL10 à NL25, c'est x2,5. En fait, les pots, il faut. Ouais, en fait, chaque étape, en fait. Et on jouait pas en blind. À l'époque, ça n'existait pas de mettre tes tables en blind. Donc, tu avais vraiment l'argent sur les tables. Tu voyais. Pareil, toi, tu jouais. Donc, tu jouais où? Sur quel site tu jouais? Moi, je jouais principalement sur Everest. Donc Everest, avec le fameux bouton. Ils avaient le bouton pote qui était bien gros et c'était génial parce que tous les joueurs créatifs, ils aimaient pote, quoi. Tu vois, par contre, le soft était horrible, quoi. Tu vois, on parlait de. Avant, il n'y avait pas Big Blind. Avant, il y a plein de softs, tu pouvais pas personnaliser les mises. T'avais que ton mi-pot, 3/4 et pote. Il y avait même pas de tiers, ça existait même pas, tu vois, à l'époque. Tiers pote, personne faisait tiers pote. Les fiches faisaient tiers pote, quoi. Mais ils avaient compris des choses avant nous. Bien sûr. Et voilà, donc je jouais pas mal en NL50, mais calmement. J'avais une vie bien occupée à côté. Et là où je m'y suis mis vraiment sérieusement, il y avait une rake race. Donc à l'époque, je sais pas si ça se fait encore, mais il y avait c'était sur de la volumétrie. Quasiment plus. Sur Wina un peu, je sais pas si ça existe encore, il y a un peu, mais oui, les fameuses rake race organisées plutôt par les sites qui te donnaient du rakeback. C'était ça, non? Non, les rake race. C'était par Everest? Ouais, c'était par Everest directement. Okay. Et c'est c'est un moment où j'ai beaucoup joué parce que du coup, il y avait un voyage en Afrique du Sud à gagner. Du coup, je m'étais dit, je vais le gagner. Ils avaient écrit que c'était pour 2. Je gagne la rake race. Combien tu te rappelles du volume ou pas? Non, mais ça devait être 150 000 mains, je pense. Ouais, ok. Et Olivier n'était pas dans les parages, parce que ça fait ça en 2 jours. Et en fait, le voyage était pour une seule personne. Ah merde. C'est abusé d'offrir un voyage pour une personne. Sa meuf lui a dit chérie, on va en Afrique du Sud. Le lendemain, elle est revenue, il fait bon, en fait, j'y vais. Ouais, et pas toi. Et du coup, ils sont excusés de l'erreur et je leur ai demandé de transformer les fonds du coup en buy-in de tournoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé le live. Donc mon premier live, je jouais en L50 et j'ai fait un tournoi à 3K, je pense. Ok. Tu te rappelles un peu de l'émotion là quand tu t'assois et un tournoi à 3 000 balles? C'était quoi comme tournoi, tu te rappelles? C'était à Namur. Je me rappelle que, en fait, j'ai commencé en table télé.
Il y avait. En table télé, il y avait déjà des tables télé à l'époque. Ouais, il y avait Yves Boré à la table et un Français, je me rappelle plus, qui est assez gênant à table. Il fait beaucoup de blagues, il rigole très très fort. Lucien Cohen? Non, il fait moins de blagues. Plus jeune, mais donc ça mettait un peu d'émotion quoi de voir table télé, mais c'était pas. J'ai pas. Il s'est passé quoi sur ce tournoi? Non, rien de spectaculaire. Non, je me demandais en fait le niveau des joueurs. C'est assez difficile quand tu passes du online au live de te rendre compte qu'en fait il y a des gens qui sont vraiment pas bons, il y en a qui sont vraiment très forts, mais c'est assez difficile d'évaluer le niveau. Le niveau est assez. Et tu vois aucune carte en plus au début, tu joues une carte. Mais c'est une très mauvaise idée de commencer par un tournoi aussi cher sans avoir joué en live avant. Heureusement tu free roll. Heureusement ça va, c'était du free roll. Et qu'est-ce qui fait qu'après tu vas continuer dans cette voie, à jouer des tournois et de plus en plus cher? Alors les tournois, en fait j'en avais plusieurs parce que il y avait quand même j'ai fait 3 tournois, j'ai fait 3K, 3K, 2K, donc c'était un gros montant quand même sur la récré. C'était un beau voyage. T'aurais pu partir à 2 mais autre part quoi. Et à côté de ça, c'était comme disait Skip, c'était la crise à ce moment-là. Moi je m'étais dit tiens je vais tenter de jouer le plus haut possible sur les tables de cash game et en fait il n'y avait pas de limite. Je pense que j'étais monté jusqu'à la 1K sans gros swing et en étant assez confiant et puis après tu vois les gains et c'est difficile de se dire je vais rechercher un stage où ça avait plus trop de sens à ce moment-là. Et sur Everest tu pouvais jouer jusqu'en 25-50 je crois. Ouais, moi à ce moment-là sur Everest je jouais pas à ce niveau-là. Là où j'ai joué vraiment cher c'est avec l'arrivée du .fr. Donc l'arrivée du .fr mais qui a été capé à la 10-20 finalement assez. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas de 25-50. Non, 10-20. Sur Everest on jouait de la Bill Jeep, donc on avait 3K sur la table. Ça jouait assez cher sur les tables Jeep. La 25-50 c'était que sur barrière non? Ouais, sur barrière il y avait de la 25. Ouais, exact, sur barrière il y avait une belle. Parce que PS c'était 10-20. Mais barrière, la seule fois de ma vie où j'ai joué 25. Il y a beaucoup parce qu'en fait elles étaient belles quoi quand elles tournaient. Donc t'as monté comme ça les limites et finalement ton taf à côté il a commencé. Enfin tu vois finalement tu t'es lancé 100% dans la voiture pro. En fait à côté oui mais à côté de ça j'avais une entreprise où on faisait un peu d'affiliation. Et l'idée, c'était que c'était assez difficile d'avoir un statut professionnel à l'époque. Et pour moi, c'était important d'avoir un statut professionnel. Et donc, du coup, j'avais monté une entreprise pour... donc, j'ai toujours une petite activité professionnelle à côté qui prenait pas beaucoup de temps, mais qui m'a servi par la suite, en fait. Donc, j'avais appris à faire un site internet, j'avais appris ce qu'était le digital, l'affiliation. Là, quand tu parles d'affil, tu parles d'affil dans le poker? Ouais, c'est dans le poker. Ouais, parce qu'à l'ouverture du marché, ça a été jackpot au final. Parce que la file à ce moment-là, c'était. Même avant, c'était déjà. Ouais, mais à l'ouverture du FR, après, ça s'est tellement concentré que. Après, il faut des compétences. Hein. Moi, j'en avais aucune à ce moment-là. Donc, en fait, je connaissais pas le digital. Mais les rooms de poker non plus. C'est pour ça que ça aussi, il y a eu un gros boom. Parce qu'en fait, ceux qui étaient sachants, ils faisaient un peu l'intermédiaire à créer les sites, à adresser le marché. Moi, j'avais pas ces compétences-là, donc il y avait beaucoup plus de potentiel, mais comme tu as ton activité de joueur à côté où tu gagnes beaucoup à ce moment-là, à l'ouverture du marché, tout le monde pensait qu'on allait. Sauf que tu te rends pas compte que la file, il n'y a pas de mois négatif, il n'y a pas de variance, et les plus gros gagnants, c'est ceux qui font de l'affiliation, quoi. Et il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Alors, on en connaît tous, il y en a un ou deux qui étaient là depuis très très longtemps, mais tout le monde, il y en a un, il nous a tous affiliés forcément dans cette room. C'est le plus gros gagnant du .fr. C'est ça. C'est le plus gros mais ouais, il n'y avait pas beaucoup de concurrence dans l'affiliation. Non, mais après moi j'étais domicilié en France avec une boîte française. Ouais. Donc en fait l'affiliation c'est plutôt aller chercher de nouveaux joueurs en fait que sur des joueurs réguliers que tu gagnes de l'argent. Après à l'époque, on savait pas ce qu'il en était de l'imposition du joueur de poker. En 2009-2010, il n'y avait pas eu encore la vague de. Non, ça en parlait pas trop. Tu vois, la vague de contrôle c'était un peu la zone grise. C'était un choix d'avoir une activité en fait déclarée et du coup mon rake-back en fait était par ma société. D'accord, ok. Oh putain, t'étais déjà avant-gardiste. Précurseur. Toi aussi, Skip, à ce moment-là, t'as un statut de joueur pro. Comment tu structures un peu cette activité? Non, pas du tout. Merci de me mettre devant le fait accompli. Non, pas du tout. Donc ouais, moi, en revenant en 2009, donc un peu plus tôt, quand moi j'ai décidé de devenir pro. Donc je m'étais donné 1 an pour le faire et clairement, à l'époque, il y avait un flou juridique absolu. Qui m'allait très bien, on va pas se mentir, et du coup j'ai absolument pas déclaré. Donc j'ai joué au poker pendant 1 an sans me poser de questions là-dessus.
Il y a commencé à avoir des discussions autour du sujet de la fiscalité un petit peu plus tard, je pense fin 2009 peut-être. Avec à l'ouverture du point FR, Émile Petit, début 2010. Émile Petit, ouais. qu'on embrasse, qu'on a croisé à Marrakech d'ailleurs. Émile Petit. Donc moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout ces sujets-là. Et en fait, c'est d'ailleurs un peu l'arrivée de la fiscalité, quand ça s'est officialisé début 2012, qui m'a poussé à arrêter. Ouais, la grosse vague de stress, c'était vraiment... Je me rappelle ces années 2012, 2013, 2014, ces 2 ans. Avec où, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, ouais. où tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, et surtout tu avais l'impression que tu allais être mangé à une sauce vraiment pas cool. Pas cool, ouais. Ouais, exactement. Donc en 2009, moi je grindais, donc j'ai commencé assez haut pour commencer, je pense. J'ai commencé en L50 sur Betfair à l'époque. Putain, c'est fou, moi aussi. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai commencé sur Bet. C'était quoi ton pseudo? Je sais, Fish and Chips, je crois. Fish and Chips. Ouais. Il y en a eu des milliards de Fish and Chips. J'étais un des nombreux Fish and Chips. Sur toutes les rooms, il y a les fiches. Betfair, je me rappelle. Ouais. Et le soft était vraiment pas terrible, hein, quand même. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis passé sur PS assez rapidement. Le soft était pas terrible, mais par contre, la room était très très belle, Betfair. Ouais, racheté par On Game aussi, non? Je crois, ouais. Ça, c'est assez marrant ce phénomène d'ailleurs, où quand tu commences, tu fais un beau soft, et après tu te dis, je vais retourner sur les softs éclatés. Ouais. Lever sur les softs éclatés. Donc ouais, j'ai grind un petit peu NL50. Donc mon coloc, lui, ça a duré 3 mois. Il s'est broke et il a dit ok, fuck it, on arrête. Donc au final, ça a été une expérience de coloc poker assez ratée. On a complètement arrêté de parler. Les 18 pages foutues dans le feu. Ça a coupé même votre amitié et tout. C'était que poker au final. Ouais, ça a été temporaire, mais ouais, il l'a assez mal vécu parce que du coup, comme je gagnais et que lui perdait, c'est assez. Et qu'on partageait nos gains et nos pertes, j'étais obligé de. Ah oui, bah au bout d'un moment, tu dis stop quoi. Ouais. Là, t'as envie de dire putain, bosse un peu quoi. Ça a été compliqué, donc j'ai essayé de lui donner des conseils, lui le prenait mal, enfin voilà, donc ça a mal tourné. On est quand même resté en coloc, et donc moi je suis resté 1 an dans cette coloc. Je gagnais relativement bien, mais je sais pas, je devais faire des mois à 2K, quelque chose comme ça. Je suis resté en NL50 et NL100 à la fin, je pense. C'est cette époque-là où j'ai joué un petit peu sur Full Tilt, en NL100. J'ai croisé quelques sépistes d'ailleurs à l'époque, c'était assez marrant. Et puis rapidement, Poker Stars m'a fait de l'œil. J'ai trouvé que la room était vraiment intéressante. Et puis surtout, je commençais à jouer sur beaucoup de tables en même temps. Je pense que j'avais une vraie compétence pour ça, pas au niveau de notre maître à tous, Olivier. Regarde, là, il est sur 4 tables. Il est sur 18 tables là. Mais du coup, le statut de Supernova était super intéressant. Tu parlais du rec-back tout à l'heure. Même sans affil sur des rooms plus officiels comme Poker Stars. C'était quoi le statut Supernova? Alors Supernova Elite ou Supernova déjà... Non, là c'était je visais juste Supernova pour commencer. Supernova, je pense que sur le .com, ça devait être quelque chose comme 40% de rec-back ou peut-être 45%. Déjà aujourd'hui, c'est les top statuts actuellement quoi. Ouais. Et Supernova Elite, c'était combien? Si tu faisais back-to-back Supernova Elite, c'était 80%. Quoi. Si tu faisais back-to-back Supernova Elite, tu l'as fait, Olivier? Oui. Attends, je vais venir parce que j'entends que des trucs de vieux. C'est un épisode nostalgie. Bonjour Olivier P. J'ai fait les Shasta. T'as tout fait. J'ai fait les 4 € 180 joueurs. Oui. Quoi. Et vraiment, la première win de ça, je me souviens encore de l'émotion que c'était. Et j'ai été recruté par Gwen pour ces trucs d'affiliés. Il n'en a même pas parlé, je suis sûr qu'il s'en souvient pas. Et d'ailleurs, j'étais allé parce qu'il avait une bonne gueule et une belle voix. Et ouais, Supernova Elite, je me souviens plus exactement. C'était quoi la question? T'as été le premier pour .fr, c'est toi? Ouais, j'ai joué comme un con. C'était à un moment donné, ma femme était enceinte et alitée, du coup, je vais que ça à foutre. Tu l'as fait en 3 mois, ça? J'ai fait en un peu moins de 3 mois, ouais. En sachant que c'est des strats, tu sais, t'avais parlé, moi, je pense qu'on a tous perdu pas mal d'argent, ceux qui jouent avant le FR. Fallait poser des thunes sur barrière et jouer très très haut. Ouais. Et en fait, PS, t'avais un rack-back de fou, mais le niveau, c'était là où c'était le plus dur aussi. Et donc, voilà, mais un confort incroyable par rapport au reste, quoi. Et toi, tu dis c'est 40% de rack-back. Donc à l'époque, tu pouvais, quand tu arrives sur PS, si tu fais du volume, tu commences à faire des mois assez cool vers. Ouais, carrément. Et puis donc T'as quel âge là? Genre on est en 2010. 2009 toujours. Ouais, 2009, j'ai 23 ans quoi. Ok. J'ai la belle vie. Et ouais, je vois que je gagne beaucoup plus d'argent que mes potes qui sont en tout début de carrière. Donc là, clairement, je me dis, je vais continuer le poker. C'est le moment où je découvre le CP aussi. Quand ça a clashé avec mon coloc, il fallait bien que je trouve des moyens de discuter autrement. Donc je me suis créé mon compte sur le CP à ce moment-là. Et il y avait justement le thread tous les ans qui était créé de la course à Supernova, puis la course à Supernova Elite. Et c'est ça un petit peu qui m'a boosté à faire ça. Et ouais, non, donc là, j'ai fait une année qui commençait à être correcte. Et puis rapidement, on arrive à l'ouverture du marché. Donc comme Gwen disait, là, ouais, c'était
explosion à plein de niveaux. Donc on va laisser de côté les aspects politiques qui ont été intéressants et importants pour moi aussi, mais le niveau était quand même assez faible au départ, et du coup j'ai monté les niveaux, les étapes à ce niveau-là. Je suis passé en NL200 puis NL400. Je faisais un bon mix de 200 et de 400, je pense, à ce moment-là. Le 400 restera ta limite la plus haute globalement? Ouais, j'ai grainé un peu la 1000, mais ouais, globalement. Ouais, des petits shots. J'étais à l'aise en 200 et en 400. On parlait tout à l'heure du fait de ne pas être à l'aise quand on commençait à avoir des gros montants. C'est vrai que les premiers pots à 4 chiffres, ça fait toujours un petit peu peur. Mais ouais, non, j'ai joué un petit peu de NL1K aussi. Et du coup, 2011, Supernova Elite, pour le coup. Là, je me lance dans l'aventure en me disant, allez, ça marche bien, je gagne de l'argent, je sens que j'ai les capacités de faire 1 million de mains sur l'année. 1 million de mains sur l'année. Ouais, c'est ce qu'il Et toi, t'as fait ça en 3 mois? Non, mais c'est irréel. C'est irréel. Oui, ok, oui, ça fait. En plus, vous avez fait le calcul, ça fait 300 000 mains. Il a fait ça en 3 mois avec. Il se mettait des petits jours off quand même. Je jouais que 2 heures par jour. Donc, t'as 1 million de mains. Donc, attends, là, tu t'étais pareil, fait un petit plan sur l'année vraiment, parce qu'il faut les tenir, les 100 000 mains par mois. Quoi. Ouais, je pense que j'aurais jamais réussi si j'avais pas eu les copains du CP pour me soutenir. On s'était fait un petit groupe avec les autres prétendants, donc je pense à Platonico, à Popinireb, enfin voilà, on se charriait beaucoup, on se cherchait évidemment, on se jouait beaucoup aux tables. Des pseudos qu'on n'avait pas entendus depuis longtemps. Même Bilouzevic. Bilou. Et non, c'est cool, il y en a certains qui sont devenus des très bons copains d'ailleurs, dont Bilou. Et ouais, on a réussi à se motiver grâce à ça. C'était pas vraiment un groupe de travail, mais bon, c'était surtout un groupe de soutien, on va dire. Ok, donc là, tu l'as atteint Ouais, je l'ai atteint, la veille de Noël, un truc comme ça. Ouais, putain, il y a eu un petit stress à un moment où tu n'étais plus trop dans le timing. J'ai eu beaucoup de doutes. Et puis sur le mois de décembre, pour le coup, j'ai été obligé de faire des trucs complètement débiles, genre jouer sur 20 tables en même temps pour atteindre mes objectifs. Je jouais sur entre 12 et 16 tables. Ma zone de confort, c'était entre 12 et 16 tables. Et là, décembre, j'ai fait 24 tables, je crois. Enfin, c'était zone de confort d'Olivier. À l'époque, je suis incapable maintenant, mais il faut dire, en fait, c'est le moment où tu arrives, tu es au bout, ça vaut genre 20K. Ouais. Tu avais le package, ça vaut au moins 20. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu es prêt à perdre de l'argent. Une des années où je l'ai fait, je me souviens d'être chez mes beaux-parents à Noël avec la gastro en train de faire mes 5000 mains restantes. Enfin, tu te retrouves dans des situations complètement connes si tu fais ça. Il y en a qui le bouclaient la veille du jour de l'an. Enfin, vraiment. Du coup, il y en a qui ont dû aussi ne pas les boucler à quelques jours près. Ouais, il y en a qui ont fini à 800. C'était le cas de Bilouzevic notamment. Mais donc très frustrant évidemment. Mais donc moi j'ai réussi. C'était un très bel accomplissement. Mais ça t'a pas dégoûté un peu du grind et tout? Donc vraiment mon objectif c'était de faire une année supplémentaire pour faire le back-to-back qui était vraiment super intéressant. Donc là j'ai fait une année à 90K je pense, 90-95, sachant qu'il y avait déjà quasiment que du rackback là-dedans quoi. Je pense que j'étais à peu près à jeu et c'était que du rackback que je gagnais. Et ouais, il y avait quand même 133 000 € de rake à faire pour devenir Supernova Elite. Et du coup, si tu as 80% de rakeback, tu te fais une année très très confortable. Quoi. Ouais, parce que c'est vraiment un statut N+1. C'est l'année d'après où vraiment tu savoures le statut et t'en profites à fond. En vérité, tu es déjà pas mal sur l'année en question. Je pense qu'en tout, je vais être aux alentours de 60-65%, ce qui est monstrueux, tu vois. Mais tu passes à 80%, enfin, c'est un délire. Donc ouais, l'idée c'était de faire effectivement le back-to-back. J'étais déterminé et en gros je me disais après le back-to-back peut-être que je considérerais autre chose, mais je voulais absolument faire le back-to-back. Donc là pour moi la route était toute tracée et c'est le moment où PokerStars a annoncé qu'ils coupaient leur programme de fidélité. C'est le fameux où tu as sorti ta pancarte de la CGT, ton habit de lumière. Donc pour la deuxième fois, donc j'avais fait pour l'ouverture du marché déjà, et donc là effectivement, on a été sur l'île de Man avec Jean-François, avec JX pardon, Jean-Xavier, n'importe quoi, FX, François-Xavier. Alors c'est pour réexpliquer un peu cette époque, c'est là où le CP, tous les CPistes ont inventé la grève online. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde citait toutes les tables de PS et en mode sit-out pour ne pas jouer. Alors il y avait 2-3 filous qui ont bien profité, les bâtards. Mais voilà, et donc en fait PS t'as contacté, enfin en gros t'as été contacté par PS. Franchement le programme de fidélité qui est changé drastiquement genre le 1er janvier, sans mentir. Donc ils ont attendu que les gens finissent leur programme de fidélité. Et ils ont dit, ok, l'année prochaine, au lieu d'être 80%, ce sera 55%. C'était vraiment un gros coup dur. Et puis là, je parle de ma situation personnelle, mais à tous les niveaux, vraiment, il y avait effectivement une grosse baisse de rakeback qui changeait la donne pour tout le monde. Et donc, ouais, on a
refait des sit-out comme on avait fait pour l'ouverture du marché en 2010. Et effectivement, j'ai reçu un coup de fil de Antoine Xmouth qui m'a dit écoute, il y a Isaac Schoenberg qui t'attend dans son bureau à l'île de Man. L'ancien boss de PS. Tout frais payé. Et donc, on a été sur l'île de Man pour négocier. C'est vrai qu'il était très sympa, Isaac Schoenberg. En tout cas, avec nous, il était super sympa. Il nous a même proposé de l'argent et tout. Non, mais attends, mais balance. C'est vrai que vous avez proposé combien? Non, il a proposé à l'association un petit billet, mais pas du tout pour nous acheter. Mais l'idée, c'était de dire vous avez besoin de moyens. Tenez. Je comprends. Donc, effectivement, nous, on est dans votre camp. Si vous voulez, peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Quoi. Putain, il a essayé de te soudoyer. C'est incroyable. Je savais pas. Ah non, j'avais trop peur pour ma vie à l'époque. Là, ça va. Je pense pas qu'il écoutera. Il a tout vendu, c'est bon, son milliard. Je crois qu'il est patron de chess.com maintenant, il me semble. Ah bon? Ouais. Putain. Ok. Ah, je savais pas. Putain, il est vraiment partout. Il est bon. Il est très très bon. Toi, Gwen, pareil, tu fais du rec-back, tout ça. On est quoi, c'est comment ton aventure poker 2010-2012? Beaucoup de online. Avec, toujours du cash game, t'as jamais fait ouais, je faisais que du cash game avec. À ce moment-là, on a l'impression que l'Eldorado va rester, donc ça m'est arrivé de faire des mois off. Parce que j'avais fait un gros mois juste avant. Bien sûr, mais je m'arrête. Clairement. Et je commence à faire un peu des tournois live suite au premier que j'avais fait. Surtout pour le fun, je faisais même des tournois où en fait ton espérance de gain est négative, hein, si tu prends en compte l'hôtel, l'avion, etc. Avec tous les frais. Voilà. Et je découvre un peu Vegas, où j'étais parti 6 semaines. J'ai pas beaucoup joué. Parce que en fait, au début tu découvres un peu la ville, un peu les États-Unis, et ensuite j'avais des parts dans un tournoi. Enfin, j'avais, je sais plus comment, je connais même plus le terme. T'avais stacké quelqu'un. J'avais stacké un joueur qui a gagné le tournoi. Donc pas mal. Lequel? C'était le 1K ou le 1K5 du César Palace. Ok. Du coup, j'avais plus trop envie de jouer derrière. Qui prend quoi, genre 150, un truc comme ça? 220, 250, ouais. Bien. Ok. Et du coup, derrière, je me suis pas très motivé à jouer. J'ai attendu le main et la belle vie, main, quoi. La belle vie. Est-ce que déjà, à ce moment, enfin pareil pour tous les deux, mais est-ce que déjà le monde professionnel, ça vous titille encore un peu, ou vous êtes vraiment complètement dans le poker, vous en avez plus rien à foutre et pour vous c'est que ça, ou est-ce que vous avez déjà une petite, genre les prémices de je sais pas, d'une aventure entrepreneuriale un peu comme ça derrière la tête? Moi, ça me prenait quand même 20% de mon temps, hein, de ma boîte à côté. C'était quand même. Puis en plus là, on a bien compris que ton temps, vraiment, t'étais surbooké, donc 20%, c'est genre 15 c'est minutes. Vraiment, 15 minutes par mois, et il méritait pour. Mais de mon côté, j'avais pas d'attirance pour changer. Après, je me voyais pas forcément faire du poker tout le temps parce que moi, le jeu me plaît. Donc en fait, c'était principalement le lifestyle et le jeu qu'une réalité économique, enfin des objectifs économiques forts. C'est pour ça que je restais en France, que je ne faisais pas une colloque de grinder, etc. Mais c'est à ce moment-là, je me suis fait beaucoup d'illusions sur la vie professionnelle. Une des plus grandes, c'est quand même les montants qu'on peut gagner dans la vie professionnelle. J'étais persuadé qu'on était le roi du monde dans le poker, et en fait, pas du tout. Tu pensais que tu gagnerais jamais ce que tu gagnes dans la vie professionnelle comme ce que tu gagnais au poker? Exactement, et même je me rendais pas compte qu'en sortie d'école, en fait, il y a des gens qui gagnaient quasiment ce que je gagnais dans mes plus belles années au poker. Ça, c'est vraiment un décalage que j'avais, peut-être par mon entourage, mais en fait, les montants sont pas si importants en fait, par rapport à ce qu'on voit dans la vie pro. Ouais, ça dépend de ton domaine, quoi. Parce que toi, tu es dans un domaine où il y a la possibilité d'avoir des salaires importants. Dans énormément de domaines, mais en fait, si on prend même les tops, ceux qui gagnent le plus au poker, il y en a plein qui gagnent ça parce qu'ils ont monté une entreprise successful, ils arrivent à faire ces montants-là. Donc en fait, boîte, à tous les niveaux, c'est ça. Oui, mais ça reste les plus successful au poker. Ça reste aussi, c'est un top 5% qui va gagner ça dans une entreprise. Tu vois, en fait, on reste dans le top de son domaine, quoi. Surtout, moi, je pense que les top successful au poker réussiront dans n'importe quel domaine. En fait, si tu es suffisamment smart pour être vraiment dans le haut du panier, tu vois, ceux qui sont tout en haut du sommet de l'iceberg, dans n'importe quel domaine, ils vont réussir au final. C'est des gens intelligents, capables de mettre des heures, etc. Tu vois. On peut en parler peut-être un peu plus tard, parce que j'ai plein d'idées sur ce sujet. Il n'est pas d'accord la question. Ok, on y reviendra. Et le deuxième point, c'est qu'à ce moment-là,
tout ton entourage te pose des questions. Et en fait, ils ont l'impression que le poker c'est facile, que leur métier est difficile. Et à contrario, en fait, tu te rends compte que c'est complètement le contraire. Qu'en fait, ça cultive cette image que tu as avec. Qu'en fait, le poker, ça reste un sport ou e-sport ou de haut niveau qui demande de l'attention et aussi des nerfs solides, quoi. Ouais. Et donc en fait, c'était plutôt, ça me titillait pas, mais en fait, je m'étais fait une vision complètement biaisée du monde professionnel, quoi. Je sais pas si donc super transition, parce que moi, à la suite donc, de cette année Supernova Elite et donc de la déception avec le programme de fidélité qui prend l'eau, j'ai effectivement commencé à me poser des questions. Donc là, moi, mon monde s'écroule. Je dis je vais arrêter le poker. Je vais commencer à regarder un petit peu ce qui se passe. Donc je reprends 2-3 contacts avec mes anciens collègues. Je lance 2-3 pistes. Pour l'instant, rien ne se passe, donc j'en profite quand même pour me faire coacher. Je me fais coacher par Aurine à l'époque. Poker, tu parles. Poker, du coup, ouais. Poker. Mais donc, j'arrête de grinder comme un âne et je commence à jouer sur 4 tables, à réfléchir, etc. Ouais. Et puis, je fais mon meilleur mois ever, évidemment. Aurine, grâce à Aurine. Quand on parlait des gens qui sont successful dans le poker et qui le seront en dehors. D'ailleurs, à ce moment-là, il commence pas à te parler un peu de crypto, parce que ça devait être le début pour lui. Non, malheureusement, il m'a pas parlé de crypto à cette époque-là. Non, t'inquiète pas, il m'en a parlé en 2017. T'inquiète pas, je suis encore là. Et ouais, non, je fais un mois à 27K. Et du coup, tu vois, tu parlais de, ok, on a l'impression de gagner beaucoup au poker et de pas gagner beaucoup si on travaille. Comme je m'étais renseigné, je me rends quand même compte que je peux prétendre à peu près à 35K par an de salaire brut. Donc là, tu gagnes 27K net. En un mois. Tu dis, bon, fuck off. Ouais. Mais c'est aussi le moment où, effectivement, ça commence à se préciser d'un point de vue fiscal. Il faut payer des impôts, il faut se déclarer ou déménager à l'étranger. Et là, ton 27, il se transforme en 13. Bah, c'est déjà. Ça, ouais, c'est en gros 50%, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donne. Et du coup, je me dis, bon, bah, si je fais des mois comme ça, il faut que je prenne 27 fois 12. Ouais, c'est ça. Tu commences à te projeter, évidemment. Bon, tu perds le mois suivant, mais on n'en parlera pas. Et et du coup, je commence à regarder potentiellement des colloques poker à l'étranger. J'en parle notamment avec Plateau Nico. On avait regardé des apparts à Malte. Enfin, ça avait été assez loin. Mais ma meuf trouve un super taf en France. Elle a beaucoup subi pendant Supernova Elite mes humeurs et mes caprices. Donc, je dis, bon, allez, je vais pas lui faire ça. Et il se trouve qu'on me propose un taf à ce moment-là. Donc, les planètes s'alignent. C'était la boîte dans laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études qui me propose un job de chef de projet pour gérer des développeurs. Je fais, what ? C'est juste insensé, quoi. Genre, en gros, je rattrape les 2 années de poker que j'ai fait. Parce que normalement, en termes de quand t'es développeur informatique, tu commences effectivement en tant que développeur, ensuite tu deviens senior développeur et ensuite tu deviens chef de projet, tu vois. Et du coup, c'est carrément fou qu'on me propose ça, et donc j'accepte sans aucune hésitation. Alors ouais, c'est ça, justement, c'est que tu acceptes sans aucune hésitation, mais tu viens de faire ton meilleur mois ever. Bah, c'était dur. C'est quoi, t'as quand même une petite lassitude du jeu, t'as quand même, tu sens la fin de ton aventure poker quand même qui pointait le bout de son nez, ou t'avais aussi envie d'autre chose et ce milieu qui, enfin aussi, ça te passionne, j'imagine, ton taf, il te passionne, sinon tu aurais pas snap comme ça. Alors, à l'époque, je savais pas trop à quoi m'attendre d'un point de vue professionnel, parce que j'avais pas vraiment bossé. J'avais fait que 6 mois de stage de fin d'études. Voilà, c'était super intéressant, mais je savais pas du tout ce que ça pouvait donner sur le long terme. Mais par contre, ce que tu dis est hyper vrai, c'est-à-dire que je sentais que je voulais pas faire ça toute ma vie. Je sentais que j'apportais rien à la société. J'avais l'impression d'être un petit peu un parasite, quoi, de faire on embrasse tous les joueurs de poker qui nous écoutent, tous les parasites. Non, mais c'est très différent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un vrai statut. À l'époque, moi, c'était pas du tout le cas. J'étais à la démerde pour récupérer la sécu. J'étais encore inscrit comme à la sécurité étudiante. Enfin, tu vois, c'était un peu n'importe quoi. T'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur qui était, c'était assez fort, quoi. Ouais, et puis même au niveau de la famille, je me souviens que ça faisait très peur à ma grand-mère. Enfin bon, c'est des grands classiques, hein, mais c'était moins bien vu, je pense, à l'époque d'être joueur de poker professionnel. Ma belle famille trouvait ça hyper flippant pour leur fille. Enfin voilà, c'était. Ouais, et en fait, c'est vrai qu'on occulte un peu souvent ce fait, toutes ces petites choses qui se rajoutent et qui, dans ta vie de joueur de poker, elle est déjà ponctuée de beaucoup de stress. Parce qu'aux tables, tu es stressé en permanence. Enfin, tu vois, et si en plus, à l'extérieur, tu as aussi ces petits à côté négatifs, finalement, ça fait beaucoup. Et tu peux aussi. Enfin, déjà, ça peut te faire moins bien jouer parce qu'on a besoin d'avoir un esprit clair. Tu vois. Et j'imagine que toutes ces petites choses rajoutées t'ont mis la pression. Ouais. Et je
je sais pas, je m'imagine aujourd'hui rentrer dans un taf plus conventionnel, mais en tout cas d'avoir cette liberté et d'avoir de liberté d'esprit, tu vois, t'as un peu de bouffée d'oxygène et... Est-ce que tu te posais la question aussi de où est-ce que je vais avec ça, tu vois? Complètement. J'étais pas certain que le poker ait un avenir, tu vois, de 10 ans. Même à l'époque, je me disais, franchement... Mais tout le monde le disait. Ouais, en fait, et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, en fait, on donne tout le temps 3 ou 4 ans au poker. Ouais. Et on se rend compte finalement, mais finalement, en fait, tout ça se réinvente et ça se... ouais, bien sûr. Mais voilà, il y avait effectivement de ça. Et puis, il y avait aussi le côté où, socialement, c'était difficile. Ça, j'en ai beaucoup parlé sur le CP. Supernova Elite, c'est pas fait pour tout le monde, je pense. Franchement, moi, j'ai passé un an à bosser non-stop, quoi. J'ai pas pris de vacances, à part la dernière semaine entre Noël et le Nouvel An. Qui était la plus belle semaine de ta vie. C'est vraiment. Non, mais qui n'était pas la vision que tu avais finalement du poker. Parce qu'on parle de liberté, on parle de temps. Je me suis cramé, quoi. Je me suis cramé, c'est clair. J'étais vraiment ric-rac. J'étais tout le temps en retard sur le planning. C'était dur. Comme je disais, j'en ai fait baver à ma copine, je pense aussi. Et ça, j'imagine pas comment ça doit être, en fait, de finir une journée de je sais pas combien d'heures de grind un peu. 5 heures. Tu vois, 5 heures de grind. Ouais. Sur un table. On sait en plus la tête que tu as à la fin et tu as besoin d'un sas de décompression. Si en plus après tu récupères ta copine et que c'est tendu et tout, et tu recommences le lendemain et tout, ça doit être super dur à vivre. Donc j'avais repris plaisir à jouer après m'être fait coacher par Aurine, mais j'avais quand même en tête que j'avais pas pris un plaisir fou. J'étais pas très épanoui pendant cette année Supernova Elite. Donc une chose en amenant une autre, franchement la transition était de trouver, c'était l'opportunité en or, quoi. Tu fais ta transition, donc là tu rejoins la vie active plus classique. Ton rapport avec le poker à ce moment-là, c'est quoi? T'arrêtes d'un coup et genre vraiment tu mets tout de côté et tu joues plus du tout, ou t'as quand même toujours un petit peu ce truc qui te titille et t'as envie de jouer? Ça se passe comment? Non, donc j'ai jamais lâché, hein. Même aujourd'hui je continue à jouer un petit peu mordu par le jeu. Le jeu, l'air de rien, m'intéresse et puis je trouve ça très agréable. J'ai continué à jouer, probablement beaucoup trop pour quelqu'un qui travaille. J'avais quand même des journées de travail pas non plus démesurées, mais bon, j'étais fatigué le soir et je continuais à grind le soir. J'ai gagné pendant quelques temps et puis au bout d'un moment j'ai fini par devenir un joueur perdant. Donc j'ai été obligé de m'adapter un petit peu et de réduire un petit peu le volume, mais ouais, ça a continué à jouer une part assez importante dans ma vie. Il y a aussi un aspect important, c'est que je me suis fait beaucoup d'amis dans le milieu du poker. Ouais. J'ai même rencontré ma femme, qui n'était pas ma copine de l'époque. J'ai même rencontré ici. J'ai même rencontré ici. Et du coup, j'avais un entourage qui me rappelait tout le temps le poker. J'avais encore plein de potes qui grindaient, qui m'envoyaient des mains, qui me disaient putain, j'ai eu un downswing, machin. Donc moi, j'avais envie de jouer, quoi. On embrasse Zozo, hein, Roland. Zozo, Martin, Anto. Non, franchement, c'était très compliqué d'arrêter. Donc ouais, j'ai continué à jouer probablement trop pendant quelques années. Ouais. Toi, Gwen, comment elle se fait la fin de ton aventure poker? Moi, c'est assez différent en fait de Skip, c'est-à-dire que j'avais quand même des groupes de grinders avec qui pas de travail, non, on ne jouait pas les mêmes limites. On travaillait pas à l'époque. Ouais, on travaillait pas trop. Moi, je faisais beaucoup de, je pense que c'est data mining qu'on appelle ça maintenant. Ouais. J'avais surtout cette approche-là du poker, ce qui n'était pas celle des gens avec qui je. Surtout à l'époque, c'était assez précurseur parce qu'aujourd'hui, de faire du data mining, c'est beaucoup plus à la mode. Mais 2012-2013, il n'y avait pas beaucoup de monde qui le faisait, quoi. Ça reste illégal, hein. Je tiens à le préciser quand même. Oui, ça reste illégal. C'était pas le cas à l'époque. Il n'y avait pas de règles à l'époque. Non, en fait, tu pouvais télécharger des mains sur les rooms directement d'une room sur laquelle tu jouais pas. Donc, tu pouvais Alors attends, comment ça? En fait, moi j'avais des mains que sur des c'est pas. Moi je jouais sur Everest, j'avais pas les mains d'Everest. Et après, je jouais sur le réseau Party, je crois. Ouais, mais tu les chopais où les mains? Sur des sites? Sur les achats pas dealers, Poker and Replay, un truc comme ça. mais en fait, si tu veux, bleu là où c'est pas sûr que dans les CGU des sites ça fut autorisé. Mais en tout cas, ça passait largement. C'était pas de mes adversaires, c'était même pas du .fr, donc je m'inquiétais pas trop sur ce sujet-là. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un peu tout le monde qui arrête parce que le niveau augmentait tout le temps quand même, ça se professionnalisait en termes de niveau et je n'avais plus trop de plaisir à jouer, donc je me suis dit que j'allais arrêter. Donc en fait, j'ai arrêté moi, peut-être à mon prime, à quelque chose près, à 6 mois près. T'as commencé à faire des mois un peu plus petits et tu t'es dit j'arrête, quoi, en gros. Ah non, pas du tout, j'étais toujours au top et j'étais très bien. Voilà, je m'amusais encore un petit peu en live, mais en fait j'avais atteint le point de non-retour de. Tu savais que t'allais arrêter, quoi.
Ouais, en fait, ça me plaisait plus suffisamment pour que j'ai envie de faire ça tout le temps. Alors, tu avais déjà un plan de sortie ? Aucun plan. Donc là, tu dis, je commence à en avoir marre, donc tu te laisses un peu porter pendant quelques mois ? Je commence à regarder ce que font les autres. Je fais un rendez-vous à la PEC, qui était un truc important parce qu'ils étaient assez compétents. Et surtout, ils répondaient à des questions que j'avais. Je m'étais dit, bon là, par exemple, j'ai envie de partir à l'étranger, je peux le faire avec du poker, je peux monter une petite boîte. Et en fait, la question que j'avais, est-ce que je peux revenir en France après, travailler dans une grande entreprise ? Eux, ils m'ont répondu non. Donc en fait, je me dis, ok, mon but, c'est d'avoir sur mon CV une expérience dans une grande entreprise. Et après, je vais essayer de chercher un peu le secteur et il t'oriente vers les tracks pour lesquels il y a beaucoup de traction. Bon, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui va à la PEC, on va lui dire il faut travailler en cybersécurité ou en IA. Quel que soit le profil, ils vont arriver à cette conclusion-là. On a bien réfléchi par rapport à ta personnalité. Ouais, c'est ça qu'il te faut. C'est ça qu'il te faut. Et moi, on m'a poussé vers de la data, mais j'y connaissais rien. Donc en fait, je gardais mon activité poker et j'ai essayé de trouver des petites missions à des prix complètement hors marché, quoi. Donc je me vendais pas cher pour me faire une expérience. Pour te former, parce que comment tu t'es formé à la data, sachant que toi, c'est pas quelque chose que, à part dans le poker un petit peu où tu avais exploré ça, mais dans ton background d'école de commerce, tout ça, tu l'avais pas vraiment. Ouais, il y avait quand même déjà des MOOC sur. Ouais, voilà, il fallait faire des former en ligne, quoi. Il y avait une démarche, mais en fait, il y a une décorrélation entre ce que tu vois sur Internet, c'est quoi la réalité et l'attendu professionnel. Donc c'est bien d'avoir la chance d'essayer de travailler. Le terme qui vient, c'est en shadow, c'est-à-dire que tu trouves quelqu'un qui est d'accord que tu l'aides un petit peu. Mm-hmm. Comme ça, tu peux le mettre sur ton CV, tu travailles gratuitement et ça te fait des références. Et t'apprends avec lui. Ouais. Ouais. Au-delà d'apprendre, moi, c'était surtout pour choisir quoi faire. Moi, par exemple, mon cas perso, c'était... Je voulais faire soit du Bitcoin, soit de la data, soit de l'UX design. C'est un peu rien à voir, les trois, en réalité. Du coup, j'ai fait j'ai fait surtout un peu du UX et de data. Et après, une fois que tu as l'expérience, après, c'est assez facile à l'époque, c'était assez facile de trouver du travail en CDI parce que c'était un marché dans lequel il y avait beaucoup de reconversions. Moi, je travaillais dans une équipe de 12 personnes, on était 12 reconversions. Parce qu'en fait, c'est peut-être un peu plus dur en reconversion, poker, un autre métier, mais en fait, toutes les reconversions, je trouve, pour moi, elles ont le même niveau de difficulté, en fonction de l'histoire, comment tu la racontes. Ouais, c'est ça. Mais il y a toujours cette question qu'on se pose, c'est reconversion, quand on vient du poker, comment c'est vu ? Est-ce que c'est sur ton CV ? Comment tu justifies le trou sur ton CV, par exemple ? Alors moi je l'ai pas mis sur mon CV parce que j'avais raté j'avais pas été pris sur un poste chez BetClick où c'était vraiment une plus-value de connaître le produit et donc je me suis même là ça va. Ah oui, même là tu t'es dit ça m'a desservi, quoi. Voilà, donc du coup je parlais que de ma boîte. Voilà, principalement je vois pas trop d'intérêt dans une reconversion de dire d'avoir. Ça explique. Je pense qu'il faut trouver une histoire autour. Différente. Ouais, parce qu'il y a toujours ce mythe de le joueur de poker, il gère les risk-reward, il a une vision stratégique qui peut. Tu vois, mais en fait, est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Enfin, je veux dire, ça développe plein de compétences qu'il faut savoir valoriser et qui vont te servir dans la vie pro. Mais par contre, en termes de CV, après, c'est peut-être spécifiquement secteur, mais j'ai fait quand même beaucoup de recrutement, de reconversion, etc. Tu rates pas toutes les années. Et en fait, il vaut mieux réussir à avoir 2-3 expériences. De toute façon, tu vas pas commencer. L'histoire de Skip, elle est assez folle de commencer. On dirait que tu as travaillé pendant 2 ans. Mais normalement, tu dois commencer en bas de l'échelle. Après, ça peut aller un peu plus vite, quoi. Mais le but, c'est d'avoir quand même des éléments sur ton CV qui te font avoir le poste. Parce qu'en fait, tu es en concurrence avec d'autres personnes. Donc, ça peut que te faire chatter si le mec en face connaît vraiment bien le poker et est passionné aussi. Mais sinon, mais encore que du négatif. À l'époque, je pense qu'il y avait quand même une vision qui était très différente. Hein. Franchement, je pense qu'à l'époque, le joueur de poker, c'était considéré comme un mec qui était en slip dans son gambler. Salon, et un gambler, avec des problèmes pas quelqu'un sur qui tu peux compter pour recruter dans ton entreprise. Comme l'e-sport à l'époque, c'était pareil. Des geeks devant un PC à poil qui pissent dans des bouteilles, quoi. Mais ça a dû changer, je pense. Ça reste un complément. En fait, si quelqu'un t'envoie un CV avait marqué j'ai fait 50 poker et un autre CV où il y a marqué j'ai fait un truc qui a un rapport avec le boulot auquel je postule. Même moi, je choisirais clairement le deuxième. Quand t'arrêtes, le poker, ça te manque ? Est-ce que moi, j'ai pas arrêté d'un coup, du coup. En fait, parce que je travaille gratuitement pour me former. Donc tu faisais un peu des deux. Voilà, mais à un rythme où
pas effréné du tout. Puis ça me plaisait plus trop de jouer de toute façon. Tu payais ton loyer, tu payais tes charges. C'était ça un peu l'idée. Et je me rappelle plus vraiment quand est-ce que j'ai arrêté d'un coup. Parce qu'il y a eu un moment, on va tous jouer notre dernière main, il y a un moment où tu as joué ta dernière main. Quoi. Ouais, j'ai rejoué récemment. Oui, mais tu as joué ta dernière main de joueur professionnel, entre guillemets. Quoi. Bah après, en fait, ça y est, ça me revient aussi quand il y avait toute une histoire de bots, mais bon, c'est un peu long à expliquer. Mais en fait, c'est moi qui avais dit à Everest, au réseau Everest, voilà la liste des bots. Et personne ne me croyait. J'avais envoyé des mails à tout le monde, à des joueurs qui sont ultra connus. Ils me disaient c'est n'importe quoi. Et du coup, ça avait été un accélérateur aussi. Donc j'avais arrêté de jouer sur Internet à ce moment-là parce que je me dis, même les pros ne me croient pas que c'est des bots et ça veut dire que personne ne se rend compte que c'est des bots. Et en live, c'est un peu plus compliqué avec une activité professionnelle. De bosser la journée, de jouer le soir, c'était très tard. Donc c'était plus compatible. Et au bout d'un moment, tu te laisses aller. Justement, ça c'est intéressant. Comment, quand on est passé d'une vie avec un lifestyle comme celle de joueur de poker, c'est-à-dire, je sais pas, ça peut être des horaires décalés, une vie très stressante, une vie où, je sais pas, déjà sédentaire, t'es chez toi. Toi, Ski par exemple, quand tu commences à travailler. Comment tu t'es adapté à cette nouvelle... Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Je sais pas, est-ce que l'adrénaline te manquait pas? Est-ce que le fait de te recaler à des horaires de bureau, c'était compliqué? Ouais, très compliqué. J'en avais un peu parlé avec Artplay qui avait essayé d'être ingénieur et qui avait détesté ça et qui avait directement arrêté. Après, il est devenu riche en bossant 15 minutes par jour. Ça va, tu vois, ouais. Mais non, ouais, clairement, c'était très compliqué. Moi, j'avais une hygiène de vie absolument déplorable quand j'étais joueur de poker pro. J'avais un rythme de sommeil que je décalais de 2 heures tous les jours. Enfin, c'était n'importe quoi. Je faisais vraiment les tours du cadran hyper régulièrement. Et du coup, de recommencer à se lever, avoir un réveil. Déjà, se lever, ça devait être un enfer. Le matin, juste connaître le matin. Ouais. Et là, je pense que tu es quand même obligé de te bouger le cul pour le faire. Et après, à quelques mois, tu t'habitues, quoi. Mais ouais, non, le plus dur, ça a été ça. Après, est-ce que l'adrénaline m'a manqué? Franchement, non. Tu découvres plein d'autres choses dans le milieu professionnel. Comme je disais, moi, le côté sociable, je sais jamais comment on dit, sociable, m'avait manqué. Moi, je me sentais un peu seul quand j'étais SNE. Et du coup, là, d'avoir des collègues, des discussions à la con à la terrasse. D'aller à la machine à café, quoi. Bah ouais, c'est débile, mais ça fait du bien, tu vois, d'avoir un petit peu de contact humain. D'autres conversations que des HH aussi. Exactement. Et puis c'est vrai que mes conversations, la plupart du temps, c'était sur Internet. Donc là, je redécouvrais un petit peu la vraie vie. Donc non, moi, franchement, j'ai pris du plaisir à commencer à travailler. Mis à part effectivement cette hygiène de vie sur laquelle il a fallu que je me force un peu. Et est-ce que d'un point de vue personnel, justement, alors je vais sans rentrer dans les détails de ton couple à l'époque, mais le fait d'avoir changé de vie, est-ce que ça mettait c'était plus apaisant dans la vie vie à côté? Ouais, clairement ça fait du bien, ça permet de passer plus de temps ensemble, ça permet de faire peut-être de développer de nouveaux hobbies, ce genre de choses. Enfin, oui, ça. Parce que t'as des horaires un peu plus symétriques déjà. Exactement. Et puis paradoxalement, ça libère du temps. Parce que même si joueur de poker, c'est peut-être que, encore une fois, c'est l'imaginaire collectif qui veut ça, mais on travaille un peu moins qu'un job classique. Moi, je grindais 5 heures par jour, mais franchement, j'étais rincé pour la journée. T'étais rincé, et puis tu penses aussi, ta tête, des fois. Tu penses à des HH à des moments où t'es pas là forcément, tu vois. Ouais. Non, c'est clair. Donc non, franchement, beaucoup de positifs dès le départ. Le vrai impact négatif, c'était le salaire. Donc je disais tout à l'heure, moi j'envisageais d'être recruté à 35. Je crois que j'ai été recruté à 37 malgré le fait que ce soit un poste de project manager. Ils savaient pertinemment que je sortais de 2 ans de poker. Et je leur avais dit très ouvertement quand j'avais quitté mon stage de fin d'études. Ils ont décidé de m'accorder leur confiance. Ils m'ont augmenté quelques mois plus tard. Donc voilà, je suis passé assez rapidement à 40. Mais bon, on était très très loin de ce que je pouvais gagner avec le poker. Donc ça, c'était évidemment le côté un petit peu plus compliqué sur lequel il fallait se projeter sur le long terme, se dire, comme disait Gwen tout à l'heure, que si on fait une belle carrière, on peut gagner de nouveau des sommes équivalentes à ce qu'on gagnerait au poker. Sans variance. Et sans variance. Ouais. Et avec l'esprit apaisé aussi. Il y a un peu de variance ou pas? Moi, je pense qu'il y a moins de variance dans le poker que dans la vie pro. Tu parles de quoi par rapport au fait qu'on monte une boîte ou... Parce que si t'es salarié, t'as moins de variance globalement. Ouais, mais t'as quand même ton CV, il a été pris, t'as rencontré la bonne personne, t'as eu un fit. Mon premier job, je pense, c'est juste une question de fit. Oui, mais ça c'est ok. T'as été sélectionné, mais à partir du moment où t'as été pris, là, il y a moins de variance.
C'est-à-dire qu'une fois que tu as été pris, tu as cette espèce de sécurité un peu du CDI. Si on enlève peut-être ceux qui gagnent des gros tournois. Mais quand on est Supernova Elite. Oui, mais même celui qui a gagné celui qui a gagné son gros tournoi, il peut très bien passer 3 ans à bad run et après. On extrapole, mais je veux dire, il lui aussi a de la variance, quoi. Oui, mais en fait, dans la vie pro, c'est vraiment énormément. Hein. Tu rencontres un client, c'est le client qui change ta vie, tu as fait ton réseau. En fait, c'est un peu comme le poker. Hein. Tu te mets en position pour, quand il y a l'opportunité, tu puisses la saisir, mais je ne suis pas certain qu'il y ait plus de variance dans le poker, voilà. Hors gros tournoi, quoi. Olivier, vas-y. Ouais, non, mais moi je suis d'accord. En fait, le hasard, il est partout et on a tendance à le minimiser. Où que ce soit, et comme au poker dans la vie, quand on réussit, c'est grâce à nous. Et quand on perd, c'est la faute des autres ou ce qui se passe. Mais par contre, dans la vie pro, t'as pas d'année négative, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est nous. Je dis ça, je sors d'une année où je me suis fait défoncer pendant toute l'année parce que les allonge-toi, Olivier. Dis-le tout. Non, mais c'est pas grave. Hein, je veux dire, là, c'est passé. Mais c'est des choses qui n'existent pas quand même. En fait, j'entends vraiment la variance dans la vie en général, et ça, je suis convaincu. T'as la grippe, le moment du concours qui est le plus important de ta vie, comme ça compte en France. T'as pas la même carrière derrière et ça te change des salaires à 30 ans qui sont monstrueux. Mais mon point de vue là-dessus, c'est que quand tu montes une entreprise, tu peux avoir ça aussi. Où à un moment donné, c'est la catastrophe, tu perds tout ce que tu as ou au moins ce que tu as investi. Et ça me paraît assez spécifique au poker ou au chef d'entreprise peut-être. Pour moi, chef d'entreprise se rapproche vraiment beaucoup du poker, où là, tu as une variance qui est démesurée et qui est peut-être même plus grande, je pense, que le poker, pour le coup. Parce que tu as des variables, tu as beaucoup plus de variables finalement qu'au poker, où c'est principalement toi, ta grande variable. Là, je suis OK. Un travail de salarié, je suis assez d'accord que le fait de ne pas pouvoir perdre d'argent, ne serait-ce que psychologiquement, ça fait une belle différence quand même. Non, mais ça, évidemment, et on ne peut pas le retirer, mais pour rejoindre Gwen, il y a vraiment une part de chance très importante dans le développement d'une carrière. J'en ai parlé sur le CP, je crois. Je ne sais plus si j'avais créé un thread ou si j'en avais parlé sur le thread de Bobilovic. J'avais fait le point, moi, sur l'évolution qui m'a mené aujourd'hui à ma position actuelle. Et en fait, c'est une série de rencontres où, effectivement, tu développes ton réseau, comme disait Gwen, tu saisis les opportunités. Il y a quand même un talent, on va dire, à créer le bon réseau et à effectivement saisir les opportunités quand tu les crées, en fait. Tu les vois, des opportunités. Et les concrétiser aussi. Parce que si tu fais la bonne rencontre, le mec te donne ta chance, mais t'es nul à chier, tu l'as laissé de côté, ta chance. Ah, exactement. Mais l'air de rien, ça se joue à des tout petits détails, quoi. Ça se joue vraiment à des tout petits détails. Pour Gwen, toi, la vie de joueur de poker, elle t'a pas manqué ce que je demandais tout à l'heure à Skip, l'adrénaline, tout le lifestyle de joueur de poker, ton adaptation à un travail un peu plus conventionnel, entre guillemets. Alors, c'est marrant parce qu'on a vraiment des parcours en fait assez différents et dans les raisons qui nous ont poussés. Moi, le lifestyle poker, ce qui m'a manqué, c'est plutôt que en fait, quand j'ai repris en fait un rythme un peu plus normal, en fait, j'avais perdu un peu mes contacts avec qui j'étais en école, avec qui j'étais un peu sur Paris, mais en fait tous les week-ends j'étais pas là, j'étais un peu à l'étranger, donc en fait j'avais pris de la distance en fait dans ma vie sociale. Et de plus voir les joueurs de poker parce que personne n'est sur Paris. Oui, c'est sur Internet, quoi. Ou à l'étranger. Ou du coup, en fait, j'ai perdu de la vie sociale plutôt dans les proches. Après, le travail, il faut se rappeler que c'était avant le Covid, ce qui a beaucoup changé. Et je pense que ça m'a pas mal aidé quand même d'être obligé d'aller au bureau directement. Je pense que ce serait une erreur là que j'aurais pu faire, me dire, en fait, je vais commencer une vie normale, enfin normale entre guillemets, mais télétravailler directement, et je pense que je serais tombé dedans. Donc, t'avais besoin de retrouver un peu un peu du concret, d'aller au boulot, d'aller au bureau, quoi. Plus grosse structure. Ouais, je sais pas si j'avais peut-être j'avais ce besoin, mais en tout cas il n'était pas conscientisé. C'est plus c'est comme ça, il faut aller au boulot, donc on y va. Mais moi honnêtement je me régalais au début. Alors justement cette notion tu dis se régaler, la notion de plaisir, j'imagine que toi tu le disais, tu avais perdu le plaisir du grind, tu as été dégoûté un peu par SNE. C'est un burn-out, je pense. Ouais, en même temps, t'as un peu tout fait pour. Quand tu es sur le papier, t'as tout misé sur un truc et puis on te l'enlève, forcément. Et même si on te l'avait pas enlevé, en vrai, le burn-out était peut-être déjà là aussi d'avoir fait autant de volume. De retrouver un peu du plaisir comme ça. Il était où le plaisir Il est où le plaisir, tu vois, dans ta vie professionnelle? Est-ce que parce que tu avais des objectifs quand tu étais joueur de poker, est-ce que tu avais des objectifs quand tu es rentré dans l'entreprise, ou en fait c'était de se laisser porter un peu comme ça? Professionnellement, c'était quoi ton objectif? Au début d'une carrière, en tout cas pour mon cas personnel, je pense que tu te laisses quand même pas mal porter.
en tant que salarié en tout cas évidemment, tu as un manager, tu as un boss de la boîte. Je veux dire, les objectifs, ils te sont un petit peu fixés, quoi. Aujourd'hui, maintenant que je suis cadre supérieur, on va dire, c'est différent. Mais à l'époque, franchement, je me fixais pas d'objectifs. Je me concentrais sur progresser dans mon domaine. Et bien faire ton taf et bien ça allait décoller un peu. Ouais. Et on va voir où ça nous mène. Quoi. Est-ce que tu as eu un peu tout à l'heure, on parlait du syndrome de l'imposteur, mais là finalement ton taf t'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, tu vois, c'était pas prévu. Est-ce que tu l'as eu aussi dans Carrément, ton taf? 100%. Ouais. Énorme syndrome de l'imposteur. Comme je disais, moi j'avais fait 6 mois de développement informatique et là d'un coup j'étais responsable de projets relativement importants où voilà, je gérais 2-3 développeurs qui devaient développer une application mobile. Donc j'avais un petit background technique, mais franchement, j'ai été obligé de me former. Je pense que c'est là aussi que le poker m'a été utile, l'air de rien, même si on travaillait beaucoup moins son jeu à l'époque. Je m'étais formé tout seul à jouer au poker. Donc là, j'ai réussi à appliquer un petit peu les mêmes méthodes pour me former. Tu savais te structurer dans l'apprentissage et c'est ça? Ouais, structurer, c'est peut-être un peu fort. Mais, mettre les heures, quoi. Tu sais, je savais poncer quand j'étais motivé les sujets, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi du coup à rattraper un petit peu le temps perdu pour être en mesure de faire mon taf de façon un peu. Tu te rappelles de ta première journée de taf ou pas? Je me rappelle de ma première journée de taf. Je pense que le truc qui m'a le plus marqué, c'est que je me sentais obligé de mettre une chemise et que je trouvais ça extrêmement désagréable. Voilà. C'est ça et un pantalon. T'aurais pu mettre un pantalon quand même, parce que c'est ça le problème qui gênait un peu tes collègues. Ouais. Non, ouais, donc la première journée, tu te rappelles ta première journée de taf, toi? En fait, j'ai eu des comme j'avais fait des petites missions, je considère pas ça comme une première journée. Ouais. Je me rappelle ma première journée dans un cabinet de conseil où je suis arrivé, où on m'a demandé de former des gens qui étaient seniors dans l'entreprise à une solution. Bon, j'ai attendu qu'il n'y ait plus les boss pour expliquer que je ne connaissais pas trop. Mais qu'on pouvait se former ensemble. Voilà. Ce qui est étonnant là, je trouve dans le discours de Skip, c'est il fait le focus sur la partie technique, alors qu'en fait, dès qu'on change de métier ou même d'activité d'entreprise, il y a quand même il faut travailler pour rattraper ce niveau technique, mais c'est plutôt sur la partie, pour moi, ce qu'on va appeler soft skills, c'est-à-dire travailler avec des autres, travailler en projet. Alors là, il était chef de projet. Moi, j'avais l'impression que c'était ça le challenge, le gros challenge de commencer ce poste. Et après, tout ce qui va être communication. Après, c'est peut-être plus. En fait, c'est très important dans mon secteur, mais je pense que dans la vie pro, en fait, quelqu'un qui communique bien, qui sait bien se vendre, il va réussir. Et ça, c'est des compétences qu'on peut travailler, que j'aurais pu travailler en parallèle du joueur de poker. Comment ça se travaille? Vidéo, coaching et mise en situation. Sur les soft skills, moi j'ai l'impression que ça s'apprend vraiment sur le tas. Tu vois, tu parlais de gérer une équipe, etc. Sincèrement, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire pour me former là-dessus. Moi j'avais l'impression que là où j'avais un levier, c'était sur vraiment les trucs très concrets comme l'évolution du langage informatique qu'on utilise. Donc là on était passé à Android par rapport à JDE, tu vois, voilà, des trucs très très techniques. Et essayer de pas passer pour une buse quand je pose une question à mes développeurs. Ou quand je leur demande de faire quelque chose, savoir de quoi je parle. Je vais peut-être dire des conneries, mais vous connaissant quand même pas mal tous les deux, c'est peut-être les qualités que vous aviez déjà qui vous posaient pas problème. Peut-être. Typiquement, tu es super sociable, Alex, et ça passe super bien, donc c'est pas ton problème. Le problème, c'est d'être compétent. Et comme tu décrivais, Gwen, il y a un petit côté, je serais bien resté chez moi si on m'avait donné le choix, et justement, ça demande un sacré effort pour se battre un petit peu contre ça et développer ce qu'on n'a pas. Entièrement d'accord. Après, je vais peut-être revenir en arrière en disant il y a des codes à apprendre. Voilà, il faut essayer de les apprendre avant de commencer, même de passer. Et du coup, on peut aussi les apprendre. Le pantalon, quoi. C'est plus des codes sociaux, tu veux dire? La façon de communiquer avec les autres, de donner des ordres, de poser des questions. Tu commences pas chef, hein, mais... Non, mais tu vois, ou ne serait-ce que de poser des questions. De communication, quoi. Exactement, de savoir ce que tu dois dire à quel moment. Et même les entretiens, je pense qu'un des bons moyens de travailler là-dessus, c'est de passer le maximum d'entretiens possible. En ratissant large, parce qu'il te faut avoir cette expérience, même pour un boulot qui t'intéresse pas, c'est dans une autre activité, etc. Pour pas passer à côté le jour où tu as l'entretien pour le boulot que tu as envie de faire. Il y a un thread qui a été lancé sur le club poker, un joueur qui voulait se reconvertir.
Vous avez, t'as posté, je sais pas si t'as posté toi, Gwen, dedans. Non, j'ai pas vu ce thread. Je sais que toi, t'es allé poster dedans, Skip. Aujourd'hui, c'est possible. Hein, on a des gens qui nous écoutent, peut-être qui commencent à penser à l'après joueur de poker. Pour vous, c'est quoi les choses importantes, peut-être que des erreurs que vous avez pu faire à ce moment-là, à éviter, et voilà les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la reconversion. Pour rebondir sur ce que disait Gwen tout à l'heure et que j'ai posté sur le CP, je suis super d'accord avec ça. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de boîtes qui, ça commence à changer un petit peu, mais qui font beaucoup de télétravail. Donc, typiquement, moi, dans ma boîte, aujourd'hui, j'ai le lundi et le vendredi télétravaillé. C'est systématique. Là, tu es en plein télétravail. Là, je suis en plein télétravail. Alors, pour aller plus loin, le vendredi après-midi, on n'est pas obligé de travailler sur les horaires de l'été. Mais bon, c'est une autre histoire. Et donc, le fait de télétravailler, pour moi, suite à une reconversion, quand tu veux faire une reconversion, c'est juste impossible, quoi. Si tu as besoin d'apprendre, si tu as besoin de te former, ce que je disais, moi, les soft skills, pour moi, tu les apprends quand même pas mal sur le tas. Tu as besoin d'être au contact des gens, tu as besoin de shadow des mentors pour comprendre comment ils font, pour essayer de t'améliorer. Et pour le coup, je pense que le télétravail, ça peut être un vrai piège là-dessus. Comme je disais, on est un peu en train de faire marche arrière sur le télétravail. Il y a beaucoup de boîtes qui sont passées de 3 jours à 2 jours. Il y en a qui sont même passées à 100% en présentiel. Mais je pense que le conseil le plus important que je puisse donner aujourd'hui, c'est si vous voulez effectivement vous reconvertir, vous dites pas comme la personne en question sur le CP, je vais faire un job à 100% en télétravail. C'est pour moi la plus grosse erreur possible. Il faut vraiment être sur le terrain, recopier, comprendre pour pouvoir progresser. Ça dépend ce qu'est le moteur, non, dans le... C'est-à-dire qu'est-ce qui motive une reconversion et qu'est-ce qui plaisait aussi dans sur la partie poker. Il y en a, c'est vraiment la liberté de... Ils ne sont pas carriéristes, ou ils veulent rester... Après, bon, ça va être difficile. Pour mettre du contexte, le gars en question, il a fait 10 ans de poker, il n'a jamais bossé, tu vois. À mon sens, tu pourras pas, peut-être que je me trompe, hein, mais intégrer une entreprise sans passer par la case physique, quoi. Ouais, moi j'irais même plus loin, c'est dommage de pas ici. En fait, on a vécu un truc pendant 10 ans, autant essayer de vivre même 2 mois. Je pense que ça fait peur déjà. En fait, le moment, déjà, il y a ce truc, le moment où tu décides de mettre un terme à ta première carrière, je pense que ça fait très peur. Parce que comme tu disais, je pense que déjà c'est quelqu'un qui, celui sur le CP, qui gagne très bien sa vie, je pense. Ouais. Il a bien exprimé qu'il n'avait pas besoin, qu'il ne cherchait pas, en tout cas, il n'y avait pas d'urgence en termes de salaire. Mais c'est vrai que ça fait peur, parce que tu mets un terme à quelque chose où tu as mis toute ta sueur, tes larmes, tous tes efforts. Et donc, je pense que c'est la première chose. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux faire autre chose, tu ne le feras pas. Parce que c'est un saut dans... Alors, ça peut paraître fou, parce que les gens qui bossent, forcément, je comprends qu'ils hallucinent, mais c'est un saut dans l'inconnu, en fait. Tu vas dans un monde que tu connais pas, tout le monde autour de toi le connaît, mais toi, tu le connais pas. Tu as tout cet aspect sociable, tu vois, de communiquer avec les gens, etc., que tu n'as pas au quotidien. Et c'est vrai que ça peut paraître... ça peut vraiment faire peur. Moi, je peux comprendre que ça fasse peur. Et je suis assez d'accord avec toi que... alors, j'ai pas connu ça, cet aspect de reconversion, parce que même mes autres activités sont dans le milieu du poker, donc finalement, je bosse que dans le milieu du poker. Mais ne serait-ce que te rendre au boulot, de te dire comment je me sape, tu vois, te mettre une pression sur le fait de mettre une chemise, tu vois. Ouais. Il y a ces aspects-là, tout ce que tu viens d'évoquer, quand tu changes de boulot, déjà. Même quand tu es déjà dans la vie active traditionnelle, quand tu changes de boulot, tu as un peu ça. Tu arrives, tu connais pas forcément le milieu, tu connais pas forcément les gens. Tu sais pas forcément quelles sont les habitudes en termes de dress code. Mais évidemment, quand tu viens du poker, c'est un changement encore plus radical. Donc tout ça est décuplé. Mais je pense que c'est quelque chose que les gens connaissent de toute façon quand ils vont changer de boulot. Ouais. Et est-ce qu'on a, parce que nous on a quand même reçu de nombreux anciens qui ont fait des reconversions, etc. On a eu beaucoup le profil des entrepreneurs. Tu vois, qui paraît être un peu la voie toute tracée quand tu es joueur de poker, de te dire maintenant je vais faire ce que je veux, mais dans un autre domaine. Est-ce que ça, vous, c'est un truc que, par exemple, tu vois, ça vous est passé par la tête, tu vois, d'un moment de vous dire, je vais développer mon business aussi. Et est-ce que finalement, ça vous aurait peut-être pas correspondu. J'ai bugué aussi. Ouais, alors, moi là-dessus, peut-être conseil un petit peu dans la même veine. Je me suis posé la question quand je me suis reconverti. J'ai toujours eu des idées pour monter des boîtes. Et je m'étais dit que, objectivement, ça me semblait trop compliqué de monter une structure sans être passé par la case salarié, quoi. Donc je me suis dit à ce moment-là, je vais engranger de l'expérience et dans 5 ans, on verra effectivement si
si j'ai une idée et que les planètes s'alignent pour monter ma boîte. C'est quoi les idées saugrenues que tu avais? Alors à l'époque, c'était la grande époque des applications mobiles. Donc moi, je travaillais dans le milieu des applications mobiles. C'était plutôt du B2B. Mais j'ai eu plein d'idées d'applications sur smartphone. Une idée pour savoir typiquement où sont les sorties du métro, ce genre de conneries. Enfin voilà, il y avait plein de petits trucs. Depuis, j'ai eu des idées plus sympathiques, mais que je garde pour moi. Non, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de poker qui se disent qu'ils veulent lancer leur boîte, et je pense que c'est pas facile, quoi. Je pense que c'est plus difficile que ce qu'on peut imaginer, et il faut quand même connaître un petit peu, d'une part, le milieu dans lequel on veut se lancer, et d'autre part, effectivement, les codes, les soft skills qu'on apprend sur le tas, encore une fois, en travaillant avant de vouloir gérer une équipe, gérer des projets, etc. Gwen? J'ai perdu le fil. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est un truc qui t'a... En plus, toi, t'avais déjà une boîte, tu vois. Juste pour venir, juste avant, là, en fait, pour ceux qui ont connu le poker, en fait, faut pas se dire que le monde professionnel, c'est une case, un type de personne, un type de métier. Et en fait, il y a plein de métiers différents, pour plein de personnalités différentes. Si notre truc, c'est de geeker, entre guillemets, plein de métiers, comme je prends le cliché, mais il y a des développeurs qui ont vraiment ce lifestyle-là et qui sont entre geeks et qui ont le même plaisir qu'on a à jouer, ils l'ont à coder. Avec les mêmes groupes de travail, etc. Donc on arrive à... C'est un peu cliché, mais je simplifie un petit peu le truc. Moi, de mon côté, entrepreneur, en fait, je l'avais envisagé d'entrer, mais en fait, avec mon retour par l'APEC, où ça allait être compliqué de travailler ensuite pour un grand compte, je voulais pas me couper de ça. Et après, j'ai eu de la chance de travailler pour des boîtes où il y a un côté intrapreneuriat qui est assez important. Donc en fait, tu développes une équipe, tu développes un produit au sein d'une société. Et le fait d'être extérieur, disons que ça répond à mes besoins. Sur le côté intrapreneur, enfin entrepreneur, on n'est pas obligé d'entreprendre directement dans son... Et d'ailleurs, juste, vos collègues sont au courant de votre passé de joueur de poker? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui alimente un peu un mythe? Parce que le joueur de poker, il y a quand même un mythe derrière ça. Dès que tu dis que tu es joueur de poker, il y a plusieurs réactions possibles, mais en général, c'est ah ouais, enfin c'est incroyable, enfin tu vois. Est-ce que vos collègues sont au courant, collègues voire patrons, enfin tous les gens avec qui vous travaillez? Pour ma part, moi j'ai changé de boîte il y a 3 ans et maintenant je suis dans un grand groupe international. Avant ça, j'ai bossé que dans des startups. Dans les startups, j'ai toujours été très transparent, je l'ai toujours dit. Ça a toujours été plutôt bien accepté. J'ai organisé des pokers, enfin voilà, c'était très chouette. Dans mon groupe, j'ai préféré le cacher au départ. Je l'ai confessé à mes collègues les plus proches il y a quelques semaines. Ah ouais, c'est frais quoi. Ouais. Là, c'est ton coming out là. Dès que l'émission va être postée, c'est... Parce que potentiellement mal vu. Potentiellement mal vu, ouais, je pense. Donc je travaille dans le milieu bancaire. Parce que méconnu aussi. Ah oui, parce que aussi tu es dans un milieu où il y a un rapport au jeu qui est très particulier, quoi. Ouais. Je travaille dans le milieu bancaire où effectivement on va dire l'apparence d'un point de vue, il faut être droit, quoi, c'est important. Le gambling, c'est mal vu. Le gambling, c'est mal vu, ouais. Ok, et toi, Gwen Moi, j'ai des problèmes de SEO un peu différents que Skip, quoi. Dès que quelqu'un me Google, en fait, on tombe encore sur les images poker. Donc t'as pas le choix. Pas mal. Parce que lui, en même temps, si on met ton nom... Ouais. Non, si on cherche, on trouve, il n'y a pas de sujet. Et moi, c'est même sans chercher, en fait, il y a l'information qui arrive par là. Et j'avais participé au Winamax Live session, et en fait... Ah mais oui, c'est vrai qu'il avait fait une des premières. Il y a des images qui tournent, quoi, forcément. Et il y a pas mal de gens qui... je sais pas, ça a dû m'arriver. On est au moins 5-6 fois des gens me remettent pour cette émission-là, alors que je dois avoir 10 kilos de plus. C'était quoi ton line-up? C'était avec qui? Benjamin Castaldi, non? J'avais Benjamin Castaldi. Qu'on a reçu il y a un petit mois à Marrakech. Alexandre Luneau. Ouais, Davidi, Gaël. Oh, tu te rappelles toute la table? Je vois la table, je vois la table. En fait, la table de Benjamin, je la vois. Moi, je me rappelle de la table d'Alex Luneau surtout. Et je me rappelle qu'il y avait eu un gros cours, un gros bluff contre Davidi. Mais ouais. Ok, donc tu avais fait les live sessions, quoi. On a reçu Benjamin il y a quoi, 3 semaines? C'est ça. 6 mix. Et il nous a reparlé de la game aussi. Et après, du coup, on pose quand même souvent des questions des choix assez perso. Pourquoi tu as fait ça comme choix? Pourquoi tu as changé? Donc c'est assez étonnant comme la réaction un peu des gens en se disant, en plus, il y a
Ouais, les articles comme quoi j'étais millionnaire en fait, j'étais millionnaire en jetons. Mais en fait, c'est un des premiers trucs qui. Ah oui, ok, il y a ça qui reste. Ah oui, un coverage. On me demande pourquoi tu travailles encore. Le premier million. Donc, il y a ce petit décalage, mais c'est surtout, comme beaucoup de questions, ça les intéresse de savoir en fait, c'est quoi les compétences, quels sont les intérêts ensuite pour la vie pro. Est-ce que c'est intéressant quand même. Alors, en termes de compétences, qu'est-ce que vous diriez qu'un joueur de poker a comme compétence qui peut lui permettre d'exceller dans le milieu entrepreneurial ou le milieu d'entreprise? C'est quoi les qualités un peu intrinsèques d'un bon joueur de poker, hein, j'entends, qui va réussir sa transition? Ouais. Tu veux la version bullshit ou les deux. On veut du sincère, Non, la version bullshit, c'est tu essaies de mettre le plus de trucs possible en avant, la gestion du risque, l'adaptation. Gwen disait qu'il avait mis en avant lui plutôt son aspect entrepreneurial. À cette époque-là, moi c'est pareil, quand j'ai parlé du poker à mes recruteurs, j'ai principalement parlé du fait que j'avais créé l'association française des joueurs de poker online, que j'avais fait grève, tu l'as défendu le droit des joueurs auprès du gouvernement, tu vois, je suis quand même allé au Sénat, je suis allé à l'Assemblée, enfin voilà, il y a des trucs à raconter. Et donc ça, oui, j'ai fait des présentations, j'ai expliqué des choses. Ça, c'est des choses qu'on peut valoriser. Après, très honnêtement, les qualités d'un joueur de poker qui sont vraiment utiles dans le quotidien au travail, à part la gestion du stress. J'allais dire la gestion de la pression. Moi j'en ai plein. J'allais dire la gestion de la pression parce qu'en fait, on parle tout le temps la gestion du risque, un peu tout ça. C'est pas la même chose, gestion du risque et gestion du stress. Gestion du risque, je sais pas exactement ce que ça veut dire en fait. Je sais pas ce que ça veut dire. En fait, on dit les risques bénéfices, les risques. Non, mais si. Moi, je trouve que c'est des qualités. Alors. Là, c'est pas réellement le milieu pro. Mais là, par exemple, actuellement, je suis avec ma copine pour ses placements financiers, ce genre de choses. Elle est terrorisée à l'idée de mettre un peu d'argent en bourse, par exemple. Ouais. Et alors que nous, tu vois, c'est levé quoi. On voit lever, on n'a pas peur d'aller mettre, on n'a pas peur de voir une courbe qui descend parce qu'on a confiance globalement sur le marché. On a toujours peur de voir une courbe qui descend. Oui, mais t'es prêt à l'accepter et tu sais que il y aura forcément ça. Alors que, tu vois, ça, quand on parle de gestion du risque... À moins d'être trader, il y a quand même peu de cas où tu as ce genre de possibilités dans le milieu pro. Pour intervenir là-dessus, j'écoutais pas mal de podcasts sur les risk managers, ces trucs qui existent souvent aux US. Mais quand ils parlent du risque, tu peux avoir des risques au niveau de tes employés. Tu peux dire, il y a trop de turnover, ça peut faire un peu péter l'entreprise. Tu peux avoir du risque au niveau de ton approvisionnement, parce que tu as des risques géopolitiques à tous les moments et tout ça. Et en fait, tu as des risques à tous les niveaux. Et ce n'est pas forcément un risque financier. Et on en parlait au début dans la vie. Accepter et de voir qu'il y a du hasard partout, je pense que c'est une sacrée bonne façon de voir le monde et de mieux le comprendre. Ouais, je vais juste compléter pour faire le lien avec ce que tu dis, Olivier. C'est, pour moi, la compétence la plus importante, c'est la capacité à prendre des décisions dans l'incertitude et dans un laps de temps réduit. Dans le monde pro, il y a plein de gens qui ne prennent jamais de décision. Qui sont très résultat-orientés. Ça, c'est un truc qui est... En fait, c'est marrant, c'est que dans le monde pro, le résultat-orienté, c'est une qualité. Ah ouais? En fait, il faut que tu sois orienté sur le résultat. Parce que c'est le résultat qui compte sur le court terme. C'est ça. Ouais. Ils ont pas c'est pas le même vocable que ce qu'on a dans le milieu du poker, mais pour moi, la prise de décision, c'est vraiment le truc le numéro 1. Et dans tout ce qui est milieu entrepreneuriat, c'est assez mis en avant, en fait, il y a un livre de, je sais plus comment elle s'appelle, la joueuse, c'est Thinking with Bets. C'est pas Annie Duke? Oui. Et c'est bien d'ailleurs, elle le présente très très bien ce qu'elle dit. C'est dommage que je crois que c'est une personne exécrable, mais il y avait et puis il y avait l'histoire d'Unibet, elle était. Ouais, je pense que c'est des trucs pas très au milieu tout ça, mais je crois que ce livre il est pas mal, ouais. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi pareil dans les trucs américains qui dit en fait si tu as une avis, vas-y envisage de parier dessus et tu vas envisager tes décisions très différemment. Ouais. Et c'est l'idée d'Annie Duke, mais qu'on entend de façon différente ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision qui... Et le problème, c'est que même là, tu restes quand même dans l'incertitude. Même quand tu as toutes les infos, etc., il y a toujours une petite variable qui peut arriver et faire changer le résultat final. Tu délègues, tu délègues la décision. Ou alors tu délègues ta décision. Du coup, tu prends pas de risque. Mais après, moi, honnêtement, j'en vois plein, mais il y a d'autres activités qui les développent aussi, quoi. Ouais, il n'y a pas que le jeu. Ouais. Moi, par exemple, je suis en data. Le fait de vivre la variance du poker, ça te permet de comprendre des trucs que il y a des data scientifiques, des gens qui travaillent. En fait, ils en parlent, mais pour eux, c'est pas concret.
le truc qui est improbable, tu sais que c'est probable en fait. Tu l'as vu. Toi, tu dis en fait, mais le truc qui arrive 5% du temps, ça arrive jamais. Et quand ça arrive, ça sera pas si le roi River, il arrive. Ouais, il a coûté cher. C'est pas si surprenant. Ouais, en fait, c'est quand le scénario arrive, tu es prêt à accepter qu'il moi, c'est plutôt sur des analyses qu'on lit. En fait, quelqu'un te présente une analyse et en fait, tu te dis, en fait, c'est juste de la chance. En fait, il aurait pris le mois d'avant. Enfin, dans le ça rend concret des éléments. Est-ce que ça me fait penser à un bouquin que je viens de terminer, Système A, Système B, Système 1, Système 2. Système 2. C'est pareil. Et où il parle de ça, et notamment par exemple sur la data, du fait qu'ils se sont rendus compte, même eux en faisant le bouquin, qu'ils ont fait plein d'analyses en fait, qui n'avaient aucune valeur, parce que l'échantillon qu'ils ont pris, en fait, il était ridicule, et qu'au final, c'était purement que de la chance. Et il parlait pareil sur les meilleurs traders et les moins bons traders de l'année, où en fin de compte, ce qui faisait la différence, c'était purement la chance, et c'était pas que ce mec-là était foncièrement meilleur que l'autre, tu vois. J'avais une citation là-dessus, je vais pas arriver à la faire exactement, mais c'est un truc genre, tu lances 10 000 pièces en l'air, 10 fois d'affilée, et tu en auras toujours 10 à la fin qu'elles ont réussi à faire 10 fois pile, à force de volonté, d'effort et de confiance en soi. Ouais. Et voilà. Et un autre élément que je trouvais très merci. C'est Olivier, c'est l'anecdote d'Olivier. Il s'est fait toujours. On va mettre un petit jingle à la fin. Sinon, c'est un bouquin fantastique, Système A, Système 2. C'est fantastique, vous le lisez pas d'une fois. Il est pas simple à lire, mais il est très cool. C'est quoi, Kalman C'est Kahneman qui a eu le prix Nobel d'économie et qui a écrit ça avec Tversky. Et je crois que leur premier article qui a un peu pété la baraque, c'était la théorie des perspectives, où il te parle de notre rapport aux pertes et aux gains. Que les gains, ça te procure moins de plaisir que les pertes, et que tu préfères avoir plein de petits gains pour être plus heureux qu'un seul gros gain, et c'est l'inverse pour les pertes. Justement, c'est un exemple sur le lancer de pièces, non? C'est pas ça? Il prend pas un... Il y a le lancer de pièces. Il y a aussi, ils font des sondages, des histoires de vaccins, des histoires de PV avec des flics et tout ça, mais tu lis ce papier, il fait 2 pages, tu te vois en tant que joueur de poker, te prendre des coups dans un sens ou dans l'autre, et c'est tellement... Enfin, je sais pas, ça m'a beaucoup marqué en le lisant. Bref. Et juste merci Olivier, juste pour compléter le point, c'est aussi ça dépend le niveau un peu qu'on a dans le poker. Là, j'imagine que c'est un gros gagnant, c'est quelqu'un qui a un gros niveau au poker. En fait, ce qu'il peut raconter, c'est un niveau, c'est de la compète de haut niveau. Quand on commence la vie pro, on se rend compte qu'en fait, en fonction des boîtes, la compète, c'est pas. Là, ils sont chill, hein. Ouais. Moi, c'est un des premiers trucs qui m'a choqué, c'est le niveau des gens moyens, en fait, dans le monde professionnel, alors que tu as tout ton entourage quand tu es joueur pro qui te dit « Ah, c'est facile, tu as la chance, tu joues aux cartes », et en fait, tu te rends compte que la vie pro, il y a plein de postes qui sont très faciles, et donc ça dépend aussi les ambitions, mais de se dire en fait, j'ai la capacité, sous haute pression, de me donner quelque chose à fond, et d'être compétent là-dedans, et de développer une expertise. Quoi. Est-ce que c'est pas lié à ce que tu disais finalement juste avant, ou au fait que dans le milieu de l'entrepreneuriat, enfin pas du salariat, peu importe, tu peux te laisser porter globalement sur le bateau et pas prendre trop de risques. Parce qu'au poker, finalement, tu peux quand même le faire au bout d'un moment, tu vois, quand tu joues à peu près que les mêmes limites et tu veux pas prendre de risques et tu montes pas trop, tu vois, ça peut. Mais globalement, t'as quand même plein de décisions à prendre au quotidien. Alors que là, tu peux avoir des jobs où il y en a finalement pas tant que ça, quoi. C'est un peu lié les deux, j'ai l'impression. Oui, mais après, il y a peut-être des joueurs de poker qui... Moi, c'était pas le cas de ceux que je côtoyais, mais qui sont, je sais pas moi, en fait, ils ont le niveau de la 200, mais ils jouent en 50, tranquille, pour avoir un revenu régulier. Et eux, peut-être que dans la vie pro, ils vont rechercher la même chose. Là, le lien avec l'entrepreneuriat, je vois, si c'est des gros gagnants qui ont pas de CV, qui veulent vivre une aventure assez proche, ça a beaucoup de sens, mais c'est pas un conseil que je donnerais à tout le monde de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on a fait du poker et que le raccourci, limite, je dirais, ce que j'ai compris de Skip, c'était il disait le contraire. Essayer d'avoir comprendre rapidement ce que c'est la vie pro pour pas que tu sois déboussolé complètement quand tu vas recruter des gens. Ouais. Alors, juste tous les deux, aujourd'hui, donc toi, Skip, tu nous as dit t'es banquier. Toi, Gwen, t'es où aujourd'hui? Moi, je suis dans un cabinet de conseil spécialisé en data. D'accord, ok. Et vous avez, en gros, toi aussi, t'as atteint un niveau, enfin en gros un poste assez haut placé où tu peux retrouver de la pression un peu, parce que tu disais que finalement quand on est en bas on peut être chill et tout. Est-ce que quand on remonte dans l'entreprise on retrouve un peu ces sensations un peu de pression, de stress et que tu avais quand tu étais joueur de poker? Moi pour le coup c'est assez rare d'avoir la pression. Après je vois mes collègues qui ont une pression, mais je trouve que
Je pense que là, pour le coup, c'est le poker. Il y a eu, surtout à mes débuts, où il y avait des gros moments de pression. Et là, je trouve ça assez facile de la gérer parce que tu les ressens pas trop au final. Mais au pire, les gars, tu vas pas faire un mois négatif, c'est bon. Honnêtement, c'est pas très moteur pour moi. En fait, je travaille beaucoup aussi. Enfin, genre, j'ai pas de pression pour beaucoup travailler parce que ça me plaît et d'être concentré. Donc en fait, me rajouter de la pression, ça a pas de. C'est un peu un effet négatif parce que en fait, généralement, quand on te met la pression, on dit un truc que tu sais déjà. Il faut travailler mieux, il faut travailler vite, il faut plus vendre. Oui. Ah bon, d'accord. Ah putain, j'avais pas pensé. Voilà. Donc c'est bon. Et toi, Skip? Juste du coup, ça me fait penser à 2 qualités supplémentaires quand même en tant que joueur de poker. Ce que tu viens de dire, le fait que tu travailles beaucoup. Je suis un peu dans le même cas quand il y a quelque chose que je veux faire, je le fais à fond. Et je pense que ça, c'est une qualité qu'on développe quand même au poker. Même si on travaille en termes d'horaire, encore une fois, peut-être un peu moins, on est obligé de se donner à fond dans le truc pour tout connaître et on y pense tout le temps. Enfin, voilà. Et je pense que ce côté un petit peu buté, c'est quelque chose qui est un gros avantage dans la vie professionnelle. Et deuxième avantage, c'est d'être autodidacte. On est effectivement obligé d'être capable d'apprendre par nous-mêmes. Et le fait de constamment avoir soif d'apprendre et d'être capable d'ajouter des cordes à notre arc dans la vie professionnelle, c'est un gros avantage aussi. Et tu dirais pas aussi, tu sais, quand tu es joueur de poker, tu cherches toujours à trouver un peu des raccourcis, je sais pas, que par exemple d'avoir alors là on parle d'un truc théorique, t'apprends des choses très théorique, tu as beaucoup d'informations et ton rôle ça va être de simplifier les choses aussi. Est-ce que ça peut être une qualité de vulgariser les choses, je sais pas, tu vois, dans la data, essayer d'aller à l'essentiel plutôt que de se laisser avoir par tout le bruit. Ouais, en fait je souris parce que oui c'est une qualité, mais moi j'ai tendance à faire le contraire, c'est-à-dire j'ai envie de tout comprendre. Du coup, c'est ce qui fait aussi le volume horaire parce que tu vas essayer de comprendre des trucs qui te servent à rien dans ton quotidien. Donc, j'ai envie de dire en théorie, oui, mais moi, c'est pas mon cas. Okay. Sauf oui, pour l'émission d'analyse, mais grosso modo, en fait, en termes de choisir la connaissance que je veux, j'ai plutôt le cas contraire. Je pense que j'étais pareil dans le poker, ouais. En fait. J'ai regardé je sais pas combien de vidéos de Omaha et j'ai jamais vraiment joué parce que Émile Petit m'a pris beaucoup d'argent et il m'a coupé le droit d'entrée. Il a dit non, tu restes derrière. Voilà. Mais j'ai vraiment regardé beaucoup d'heures, même des Run It Once. Pour moi, c'était Netflix en fait. Je me mettais 3 heures. Tu kiffais une petite série quoi. Ouais. Voilà, regarder du 1 contre 1 sur du 10K alors que ça me servait à rien. Donc, il a une voix Galfon aussi, c'est de la. Ah mais c'est de la SMR. Hein. Moi je mets Galfon pour m'endormir. Je te jure que je l'ai déjà fait une fois. J'ai mis Galfon pour m'endormir. Ah, ça doit marcher. C'est génial. Il a une voix. J'allais le faire là. Renault 1, 2, 3 à l'époque pour s'endormir. C'était pas mal aussi. Ouais, mais en France, il y a le côté américain, c'est plus suave, c'est plus. On embrasse Renault quand même. Non, je sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée en disant de la merde, mais. On était sur les qualités des joueurs de poker. Non, mais oui, je crois que je demande. Je sais pas si on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter un petit peu sur la reconversion, je pense qu'il y a un truc intéressant aussi, c'est quand même le parcours derrière professionnel que ça peut engendrer. Donc comme je disais, moi j'ai commencé dans des startups et je suis aujourd'hui dans un grand groupe. J'ai l'impression d'avoir eu des vies complètement différentes en fait. Donc évidemment, joueur de poker, ça a été une première vie, on va dire. Enfin une deuxième après étudiant. Après ça, j'ai donc bossé dans une startup qui, comme on disait tout à l'heure, par le hasard des choses, vraiment il y a des choses comme ça, on s'est fait racheter par un groupe qui travaille dans le milieu financier. Donc en gros, on avait un brevet d'authentification fort, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais qui a été donc racheté par un groupe singapourien qui vendait des solutions de paiement mobile. Et du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à faire du paiement. Donc voilà, par le hasard des choses, j'ai commencé à faire du paiement alors qu'à la base, je n'ai pas du tout été recruté par ça. J'ai eu la chance d'avoir des responsabilités assez importantes dès le départ. J'ai vendu des projets de développement à des banques russes, notamment. J'ai beaucoup été à Moscou à l'époque où c'était encore un peu plus safe. Bien vu, à peu près bien vu d'y aller, pour présenter ça auprès de Gazprom Bank, de Sberbank, des plus grosses banques. Et donc moi je sortais de 2 ans de poker et on me disait ok tu vas aller faire ça. C'était quand même assez incroyable. Et puis j'ai fini par être débauché par un client, donc encore un nouveau hasard de la vie. Donc j'ai passé 7 ans dans cette boîte qui s'appelle Famoco. Big up à Famoco, j'ai encore des actions, donc n'hésitez pas à aller voir. Acheter du Famoco. C'est des terminaux professionnels B2B, donc c'est en gros des smartphones Android qui permettent de faire des transactions sans contact, pas forcément de paiement, pour plein de choses différentes. Et moi, mon métier, c'était de transformer ces terminaux en terminaux de paiement. Et donc j'ai notamment participé à un projet avec les Nations Unies où on vendait donc des milliers de terminaux et des millions de cartes sans contact aux réfugiés de guerre pour qu'ils puissent distribuer de la nourriture
auprès des réfugiés. Donc plutôt que d'avoir un ticket de rationnement papier qui était volé, perdu, dupliqué, on a mis en place un système qui permettait d'authentifier de façon biométrique les porteurs et d'être capable de récupérer leur paquet de riz ou leur litre d'huile qui leur était effectivement dû. Et donc moi j'ai géré ce projet pareil de A à Z, ce qui était complètement inespéré à l'époque quand je suis arrivé. On a développé ça dans 45 pays avec des millions de cartes, des millions de personnes qui ont été donc aidées par ce truc-là. Donc je suis passé du genre de poker qui était parasite de la société. Là, t'avais un rôle important. Au mec qui va effectivement faire de l'humanitaire au fin fond du Ghana ou du Kenya ou au Liban. Et on a... ça n'a pas été décerné à FAMOCO, mais FAMOCO a contribué donc en grande partie à ce projet-là, qui a gagné le prix Nobel de la paix, quand même. Donc là, vraiment, en termes d'achievement, tu peux pas aller plus loin, quoi. Mais est-ce que tu as déjà joué en 25-50 J'ai déjà joué en 25-50. Ah merde. Donc c'est bon, tous les achievements sont là. Et non, donc ouais, franchement, là, c'est clair que non seulement tu as fait ta reconversion, tu as réussi ta reconversion, mais en plus, tu coches des cases auxquelles j'aurais pas du tout pensé quand j'ai commencé, qui sont finalement super importantes. Et puis, récemment, donc il y a 3 ans, j'ai ma fille qui est née et j'ai un grand groupe, donc Visa, qui m'a débauché. Et donc là, j'ai quitté le monde des startups qui étaient toujours quand même, je pense, assez proches de l'entrepreneuriat. J'avais des responsabilités très proches de la direction, je mettais en place des projets, etc. Donc c'était pas de l'entrepreneuriat en tant que tel, mais j'avais quand même vraiment la casquette d'entrepreneur un petit peu, ou d'intrapreneur comme dirait Gwen. Et donc là, je suis passé dans le monde corpo, qui est très très différent, dans un groupe de 25 000 personnes, 30 000 personnes même aujourd'hui, avec beaucoup de politique. C'est un jeu complètement différent, qui est super intéressant à plein d'égards, mais la vérité, c'est que je gagne beaucoup plus d'argent, et que c'est pour ça que je suis parti là-bas, pour la sécurité de l'emploi, contrairement à une start-up où tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Ok. Eh ben écoute, beau parcours. Belle histoire, si seulement c'était vrai. Je t'ai vu sur les tables. Je t'ai vu en NL100 hier, hein, ça va. Peut-être un petit complément, parce que c'est un terme qui est revenu plusieurs fois là, le syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir là-dessus, ou en reconversion. En fait, c'est un petit peu le fait dans la vie pro. Il y en a plein qui ils pensent qu'il faut être légitime pour faire quoi que ce soit, alors qu'en fait, t'es jamais légitime pour rien en fait. Dès que tu vas commencer un nouveau taf, tu vas changer de taf, tu vas changer de position, tu vas faire un truc que tu n'as jamais fait avant. Donc en fait, il faut être crédible en gros, mais faut pas se dire que on est un imposteur parce qu'on n'a pas fait ça pendant 10 ans, parce que personne ne fait le même métier pendant 10 ans en réalité. Oui, c'est vrai. Tu changes tout le temps. On va voir s'il vous reste des petits résidus de vos joueurs de poker, puisqu'on va jouer en 25-50 justement. Derrière vous, vous avez le replayer de cette table de 25-50. Du coup, il n'y a que Skip qui peut parler. Ouais, désolé. C'est ça. La partie technique avec Chichi. Allez Chichi, fais-nous kiffer du cash game 25-50. J'en connais un à table. Ok, donc nous on va être dans la peau de Lucky CPS au bouton avec Roi 4 suité. Ça va commencer par un open, de freeze play qui est le spot de la table. Ok, donc on va jouer contre Récréatif. Ça fold jusqu'à nous, on a Roi 4 suité ici. Est-ce qu'on colle? Est-ce qu'on 3-bet? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on fold? C'est quoi? Il open. On a open 3 big blinds du Récréatif UTG. Quel style? En fait, si on fold, t'es emmerdé en vrai. Du coup, on va call. Ouais, parce que moi, vous avez le droit de me dire fold. Je trouve le fold pas déconnant. Non, on est 150 dips contre le spot. Je pense pas qu'on puisse fold au bouton. Mais sinon, 3-bet, je pense, ISO. On part pour Skip, vous les fold, mais il 3-bet ISO, ok. Bon, s'il faut jouer la main, ouais, je fais 450. Ok, Gwen. Moi, honnêtement, ok, il est faible, mais est-ce qu'il raise beaucoup? On a un profil plutôt aggro de base. Enfin, en tout cas, il met un peu de jetons au milieu, quoi. Ouais, je sais pas plus. En tout cas, moi, Roi 4 suit, je pense que c'est dans mon range. Enfin, ça dépend si les deux sont en mode squeeze ou complète, quoi. Mais c'est une main que j'aime bien jouer multi-way deep, quoi. Ok, donc tu pourrais flat. On a un peu toutes les écoles, comment moi, j'ai envie de jouer heads up contre le fish. Si c'est un fish et qu'il open beaucoup, j'ai envie de jouer heads up. Et je préfère 3-bet. Ouais, moi 3-bet aussi. On va 3-bet. Il a fait 150, on fait 440. Les blindes fold et notre ami complète. On se retrouve post-flop. Wow. C'est pas... les animations. Ah, ça rigole plus. Hein. Mais ouais, les gars. C'est pas trop notre board. 9, 9, 8. Rainbow. Et on n'a même pas notre backdoor cœur. Notre ami check.
Est-ce qu'on fait notre continuation bet ici ou est-ce qu'on check back? Pot fait 900, il manque un petit peu. Bon, j'imagine que contre Fish, on n'a pas besoin de jouer au GTO. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ouais, ce qui est chiant, c'est que ça tape en plein dans la range d'un Fish qui open, quoi. Ça dépend s'il open tout, il va aussi à 3 off. Mais s'il open 30%, ce qui est déjà pas mal pour un Fish, t'es bien avec 8-8-9. Je pense que je suis bet tout petit. Moi, je pense que je fais 150. Ok, tout petit bet pour skip. Gwen, quelle école? Moi, je suis tank et check au dernier moment pour faire genre j'ai vraiment réfléchi à quelque chose. Ok, un tank check. Les bons vieux trucs de 2017. On voit que t'as genre 2010. Je prends ma poignée de jetons et finalement je la repose et je dis check. Comment moi j'ai envie de bet small aussi. J'aime bien le bet très très small. On va faire un tiers. Ok, on fait 3 sur ce qu'il y a 900 000. Alors c'est marrant parce que vu que je vois la main, vu que ça veut dire qu'on va bet et qu'on va avoir une décision river, donc on va forcément faire le 4 à un moment, non? On va voir. En tout cas, turn, on fait pas de paire, ça amène un backdoor flush et ça fait rentrer valet 10. La turn, c'est la dame de pique. Celle-là est dégueulasse. 9, 9, 8, dame. Notre ami check encore une fois. Le pot fait 1500. Est-ce qu'on 2 barrels ou est-ce qu'on check back et on give up globalement? Qui fait quoi? Olivier, qu'est-ce que tu fais? T'as fait chier cette dame en vrai, parce que j'aime bien le plan petit pour faire gros derrière. Ouais. Sur à peu près tout sauf la dame, parce qu'on va faire folder. Il y aura plein d'assauts, de trucs comme ça qu'on va faire fold et on peut se faire payer par toutes les gutshots. Et ça va fold plein de trucs. Et sur la dame, honnêtement, je pense que je give up parce que j'ai fait mon taf, quoi. Honnêtement, la dame, le 7, je pense que c'est 2 seules cartes sur lesquelles le valet aussi. Valet 10, c'est pas ouf. Le valet aussi. Dame valet 10, c'est pas ouf, quoi. On part pour check plutôt, Gwen. Tu 2 barrels, tu check. Ah, moi j'avais check back, mais c'est sûr que si j'ai bet, je check back cette turn. On part pour check. Ok, skip. Bon, pour changer, je vais bet du coup. Ok. Non, l'air de rien, je pense qu'il a pas mal de mains qui va être obligé de fold sur la dame. La dame, elle peut aussi lui faire peur. J'aurais bien aimé overbet turn pour shove river. Ah ouais, putain, toi essayer de faire un truc symétrique comme dirait Flavien. Mais j'ai peur quand même qu'il ait quelques neufs qui les slow play flop. Et du coup, juste pour ça, je vais plutôt bet un petit parpaing à 1000 et des brouettes. Si tu potes, c'est symétrique. Si tu fais 1005, non, mais je vais faire 1000 du coup. Le plan, c'est juste pour lui laisser le plan. Ouais. Ah oui, complètement. Okay. Ouais. Comment si on met turn, non. Moi, je check. Eh ben écoute, on va école skip. On va 2 barrels. On fait 950 dans les 1005 et on est payé. Ah, donc ça fait 4 river et donc. Et on a la river. C'est le roi de pique. Ah bah non, c'est roi, donc c'est l'autre paire. Et il va donc. Il jam. Il fait 2 fois pot sur le roi de pique. 9, 9, 8, dame, roi qui fait rentrer la backdoor flush. Bah, maintenant, on a fait notre paire. Maintenant, notre ami donc bet 2 fois pot. Est-ce qu'on peut hero call notre main ou est-ce qu'on la jette à la poubelle? C'est intéressant de voir quel genre de fiche c'est. Si c'est vraiment un mec un fiche qui est ultra loose, ça veut dire qu'il a genre il a tous les 6 et 7 off, les 7 10 off. Je suis même pas sûr que ça suffise en vrai, c'est ça qui est chiant. Ouais. Bah quand même parce qu'en fait s'il a ça quand il fasse ça avec dame valet quoi. Quand il shove river, il faut est-ce qu'il va shove river flush par exemple? Ouais, carrément. Ouais. Non, carrément, ça peut. Flush, flush, il va le faire. Valet 10 est capable de slow play, un 9 est capable. Enfin, trouver ce qui est chiant dans cette main-là, c'est. Valet 10, il va jamais just call turn pour shove river, je pense pas. Valet 10, je pense qu'il y a une grosse partie qui va check rest turn. Est-ce qu'il peut y avoir. En tout cas, il n'y a pas 100%. Est-ce qu'il peut y avoir des mains qu'on slow play et qui se mettent à fast play parce que la river. Tu vois, des fois, il y a des fiches, ils vont call un 9. River il panique parce que la flush rentre et ils se mettent à jam, tu vois, enfin ils jouent à l'inverse, tu vois ce que je veux dire? Là j'ai un problème pour jouer deep parce que je fais des spins en ce moment, mais c'est le genre de lane qu'on voit toute la journée. Et c'est plutôt bluffy ou c'est plutôt value? Il a gardé 5 c'est globalement bluffy. Non, il les a pas gardés en vrai. C'est compliqué parce qu'en fait c'est globalement bluffy, mais c'est une lane qui prennent aussi avec pas mal de nuts, de ce que j'ai vu, mais nuts mergés, hein. Je veux dire Valet 10 c'est les nuts, moins qu'As 9 ça soit les nuts aussi. Et ce qui m'emmerde avec ce board et l'action qu'on a eue depuis le début, c'est que ça tape en plein dans la range. La même chose sur un board low, je pense qu'on call. Je veux dire, il n'y a même pas de question. Là, ça me fait plus chier.
Donc on partirait plutôt sur un fold, Olivier. Moi je fold, mais je suis sûr qu'il y a des bluffs de temps en temps, mais je pense pas qu'il y en ait assez. Fold chez Olivier, Gwen, hero call ou fold? Réfléchissez, non. Non, moi je suis plus là. Tu fold? Ok, on part pour fold. Skip? Fold, roi 9. Fold et roi 9 pour le fiche, ok. Comment? Alors, j'ai très très envie de fold. J'ai très envie de fold et qu'il ait 8 et 10 off avec le 10 de pique. Je serais carrément, il a le droit d'avoir 8 et 10. Je serais très très heureux qu'il ait cette main parce qu'elle fait bien sens, tu vois. Genre, il a pair, gutshot et tout. Mais tu colles ou tu fold? Et je vais. En fait, Putain, c'est dur parce que je pense vraiment que je fold tout le temps dans la vie, quoi. Enfin, déjà, mais genre, ce board, la texture du board, la line check call, donc 2 fois pot. J'ai envie de fold quand même. Part pour fold, ok. Et la main de vilain? Et la main de vilain, il avait. Qu'est-ce qu'il peut avoir cette personne je pensais que t'allais snap. Il y a 2 Valet combos. 10 de pique. Je pense qu'il part Valet 10 de pique. Je pensais que t'allais snap Valet 10 de pique. Carré 9. Genre, j'hésite entre Carré 9 mais Valet 10 de pique, je pense qu'elle est mieux, tu vois. Valet 10 de pique. Ouais, Valet 10 de pique. Il a qu'un de flush. Roi 9 pour skip. Olivier. Quelle main il a notre ami Freezeplay? On peut pas donner une range du coup Non, faut une main. La partie technique, c'est une main. C'est toi qui l'as créé. Pour que ça soit drôle, moi je propose un 9-5. Ouais, mais Olivier l'a créé. Vraiment très con. Il mettait pas les showdowns. C'est vrai, il mettait pas les showdowns. Non, moi j'aime bien son showdown, je trouve ça vachement. T'as dit quoi alors? C'est très radiogénique, ouais. 9-7 pour que vraiment ça ait pas de sens. 9-7, ok. Gwen, une main pour notre ami. Pour moi, il a toujours full ou rien, mais il a pas flush pour moi. Je mettrais. Il a pas flush. Allez, dame 9, même 9-8. 8-8. 8-8. Il m'en faut un. 8-8. Ok. On a payé. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu? Attention, suspense. Allez, il me paye pas 10 et 8 dans l'enfoiré. Je l'ai dit, putain. Mais tu crois pas en toi. Tu ne crois pas en toi. Je l'ai dit, putain. Un combo prêt, t'avais dit 10 de pique, mais elle est pas accordée, du coup tu l'as pas validé. Eh ben non, tu l'as pas dit, t'as changé. Tu crois pas en toi, tu crois pas en toi. En plus, elle fait vraiment sens, ça là. Le 10 et 8, là, il a flop, il a une paire, une gutshot. Je veux dire, clairement. Si c'est un fiche, il est pas censé prendre ce genre de choses en considération. Si, parce que flop, River, il se rend compte qu'il a pair, turn, il a gutshot, donc il continue de payer. Et River, il dit, ça pue, je jam. Mais tu te dis, j'ai un bloqueur sur les piques et un bloqueur sur la Non, ça, il se le dit pas. Il dit, j'ai un 8 et. Il veut faire Il dit, le roi de pique fait peur. Pour de vrai. Bon bah GG en tout cas. GG à lui, écoute, mais on a quand même call. Je suis dégoûté. On a quand même call. Non, moi je crois que je vérifiais, mais je crois que tu couperas au montage le moment où j'ai dit que. Écoutez, voilà, c'était petite main aujourd'hui, ce sera tout pour. Eh ben écoutez, merci beaucoup à tous les deux, tous les trois d'être venus au micro et puis voilà de nous donner un petit peu vos feedbacks. Et du baume au cœur pour les reconversions, parce que c'est deux reconversions réussies. C'est vrai, c'est 2 reconversions réussies. Ben, on reçoit pas les reconversions ratées. C'est vrai qu'on les reçoit pas. Pourtant, on a reçu des CV. Hein, mais, postulé. Mais en tout cas, ouais, merci, bravo pour votre parcours. Et puis on vous recroise où on vous recroise un peu sur un tournoi de poker, Skip? Avec grand plaisir, j'aimerais beaucoup. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai joué le BPT l'autre jour, c'était très sympa, ça m'a donné envie de retoucher un petit peu du jeton sur des MTT live. Donc dès qu'il y aura un MTT qui passera par Paris. Faut que ce soit à la maison quand même. On va pas se déplacer trop, quoi. C'est plus simple avec la petite. Ouais, c'est clair. Gwen, toi, on te retrouve? J'en avais fait un il n'y a pas si longtemps que ça. 1000 € circus, je sais plus c'était pour quand, mais faudrait que je regarde un peu le calendrier. Et pareil, sur Paris, c'est assez contraignant parce que ça dure trop de jours, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien du coup les side events. Maintenant, toi, tu veux un turbo sur un jour et c'est réglé, quoi. 2 jours. 2 jours max. 2 soirées, voilà. 2 soirées. 2 soirs. Eh ben écoutez, et toi Olivier, toi on se retrouvera bientôt quand tu nous parleras. On va faire reconversion, mais dans le milieu du poker, parce que le mec il a quand même fait tous les formats, voilà. Donc Olivier qui viendra nous parler un peu des spins dans. Il te manque que le MTT, plaisir. Comme format. Ouais, mais c'est la nuit. C'est long. Bah, c'est surtout la nuit. Ouais, c'est terrible. Donc, moi, c'est. Mais j'y pense, je veux dire. C'est pas perdu. Oh, mais ça m'étonnerait pas. Je veux dire, je comprends pas que tu te sois pas encore mis au flop. J'ai fait beaucoup de flop pendant un moment, et honnêtement, ça valait vraiment le coup de faire du flop. Voilà, le problème, c'est de faire du flop avec un stable à côté parce que c'est des règles spéciales. Et une série. Et ça demande vachement de concentration de jouer plein de jeux avec des règles différentes. Eh ben écoute, tu nous raconteras tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Gab et à Steven à la technique. Steven, c'est la dernière? Avant Vegas? Tu pars à Vegas? Vegas. Bon, Vegas, il part dans la crèmerie d'à côté, mais ça va. Est-ce que tu vas nous faire des récaps?
En tout cas, et juste si tu pouvais éviter de voler les idées des gens, très sympa. Parce que le récap, c'est quand même une création originale d'il n'y a pas longtemps. Merci beaucoup à tous, on vous fait des bisous. À la semaine prochaine. Ciao mon chichi. Ciao mon commande.